Le but, c'est d'enlever la verticalité. La verticalité, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'on rajoute à la place de Dieu? On rajoute l'IA, frérot. J'essaye d'être juste et d'avoir de la hauteur par rapport au truc. Oui. Parce que être pour ou contre, soit c'est nourrir ce qui va nous tuer, c'est-à-dire l'ignorance, et être pour les yeux fermés, c'est pareil. Je peux te garantir que n'importe quel algorithme d'intelligence artificielle aujourd'hui, il est beaucoup plus lent que tes cellules. Dans tes cellules, tu as 7 milliards de fois la vie de New York qui travaille à plein régime. L'intelligence artificielle à côté, c'est même pas un bébé, c'est une fourmi. On est sur Vulcain, on est chez Spock, quoi. Et on va avoir un dieu qui sera la logique. On projette le fait qu'à un moment donné, on est parti en sucette, quoi. On s'est retourné contre notre créateur. Et on se dit, la machine va faire pareil. Et elle fera pareil. Quand j'appelle un service après-vente ou un service client et que je tombe sur un putain de robot, je dis, je veux un humain. On est clairement sur une démarche pré-adamique nosifiée, complètement. Cyril de l'Arche du Savoir intervient pour la seconde fois sur notre antenne afin de parler d'un sujet au cœur de toutes les controverses. L'IA est-elle neutre, amie ou ennemie de l'humanité? L'intelligence du cœur peut-elle être artificielle? De nombreuses théories foisonnent sur la toile mondiale en réponse à ces questions. Certains sont pour et d'autres sont contre, quand certains, quant à eux, demeurent dans une zone abstraite d'indécision et de doute. Une chose est sûre, le monde matriciel d'aujourd'hui est déjà ancré matériellement à ce nouveau paradigme informatique. Quelles seront les conséquences pour les futures générations? Est-ce l'avènement du transhumanisme? Notre libre arbitre aura-t-il un impact quant à l'évolution de l'IA? Installez-vous confortablement et préparez-vous à un échange pas comme les autres sur Âme Dessine, la plateforme de référencement quantique et holistique. Mes salutations à toutes et à tous et bienvenue sur Âme Dessine TV. Ce soir, on va parler du sujet, le grand sujet qu'on comptait aborder depuis très longtemps, et pour cela, on a prévu un invité sur mesure qui était déjà venu sur notre antenne avant. Bonsoir Cyril, comment vas-tu? Eh bien écoute, bonsoir. Merci pour ton invitation. Enfin, c'est votre invitation, tu n'es plus tout seul. La dernière fois, tu étais tout seul. Effectivement, on a Tamara qui nous accompagne. Oui. Salut. Alors, rejoins l'aventure. Je ne connais pas du tout, alors je vais apprendre à la connaître ce soir. Tout à fait. Voilà, je suis bien entouré ce soir. Alors Cyril, ce soir, le sujet il est très spécifique. Toi, tu parles de beaucoup de choses, il y a encore des gens qui ne te connaissent pas. Donc je voulais quand même faire une petite rétrospective par rapport à ton actualité en amont. Tu as un bouquin qui arrive, enfin une BD, et les chroniques de Candor. Tu as fait une campagne Ulule et elle a très bien marché. Et donc maintenant, le projet va aboutir et va voir le jour très prochainement dans les kiosques. D'ailleurs, si je peux t'interrompre, elle est toujours active. Hein. Ulule nous a fait des prolongations, donc on a atteint l'objectif effectivement. Mais pour les gens qui voudraient précommander la bande dessinée ou nous donner un coup de pouce dans l'élaboration de tout le reste, hein, de tout ce qui va être communication, aménagement, placement en magasin et tout, voilà, vous pouvez toujours participer ou précommander la bande dessinée par le biais de Ulule. C'est un peu plus intéressant que les précommandes qui vont arriver d'ici le mois prochain, puisque là, du coup, vous avez des contreparties quand vous précommandez sur Ulule. Et cette BD, globalement, de quoi elle parle? Si tu peux nous faire un petit synopsis assez rapide. Pour faire court, en fait, souvent on m'a demandé par rapport au savoir que je pouvais dispenser de faire un livre. Et souvent on m'a dit, moi déjà les lire, j'ai du mal à les lire. C'est bizarre hein, avec le savoir que j'ai, mais j'ai du mal à les lire. Et alors à les écrire, c'était problématique aussi, à cause de mon autisme en plus, donc pour pas aider. Par contre, je suis un fanatique de bande dessinée, de super-héros, et je trouvais que c'était intéressant d'intégrer dans la bande dessinée le sous-texte de ce que je pouvais connaître en termes de théologie, de mythologie, de tout ce qui est analyse symbolique et tout, qui sont un peu mes domaines de prédilection. Et donc, du coup, voilà, hein, les deux mondes se sont rencontrés, celui des comics bande dessinée et le mien, et ça donne cette bande dessinée. Donc, rapidement, le synopsis, c'est des archéologues et des scientifiques qui se rendent compte, après la découverte d'un artefact ancien, qui est la 16e table de Thoth. Pour ceux qui connaissent les tables d'émeraude, vous savez qu'il n'y en a que 15, mais a priori, il y en aurait une 16e cachée, et après avoir découvert
cette 16e tablette, il y a eu ce qu'on appelle la grande activation et tous les gens qui avaient un ADN spécifique, cet ADN a été activé et donc ils ont commencé à développer des pouvoirs et cet ADN est relié directement aux anciens dieux. Oui, c'est un clin d'œil direct à toutes les études que tu as faites jusqu'ici. Donc on envoie les internautes vers l'Arche du Savoir. Sur les moteurs de recherche, vous tomberez sur le site à Cyril avec toutes tes archives et toutes les émissions que tu as pu faire. C'est ça, mon site, voilà, c'est un peu, on a archivé avec Tamara pendant 3 ans bientôt, archivé toutes les vidéos que j'ai pu faire en off, en on, des ateliers, enfin, je veux dire, voilà, c'était quelque chose, c'est un travail de titan en fait, hein, parce que pendant quasiment 3 ans, et encore ça continue aujourd'hui, on a archivé toutes ces connaissances pour pas qu'elles soient perdues. Et c'est vrai que la bande dessinée nous permet de créer un pont aussi avec le grand public et le public geek, puisque moi-même j'officie, tu le sais, sur des médias geeks. Je suis rédacteur en chef du site officiel de Superman en France. Il y a plein de choses qui se mettent en place aussi sur le plan de vue des bandes dessinées. Donc, ouais, sur le coup, voilà, ça a créé un pont. Et c'est vrai que l'Arche du Savoir m'a permis aussi d'intégrer ce savoir-là dans les chroniques de Candor. On a ces deux facettes, toi et moi, c'est-à-dire qu'on arrive à aller d'un côté comme de l'autre. On est aussi dans le monde du numérique, donc on va pouvoir être apte à parler en profondeur du sujet de ce soir. L'intelligence peut-elle être artificielle? Quelle est l'intelligence artificielle? Quels sont les risques à plus ou moins court, moyen, long terme? Quelles sont, on va dire d'un point de vue anthropologique, les fondations sur lesquelles on pourra s'appuyer pour faire des projections et se dire qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Cyril, la première question qui me vient, c'est est-ce que pour toi, il s'agit d'une bonne nouvelle? Au moment où je te parle, je me dis que si on part sur un plan de vue humaniste général, d'accord, en se disant que ça peut être un outil qui va nous aider, va nous assister, parce que c'est comme ça qu'on nous le vend en fait, hein, tout simplement. Je me dis, compte tenu du monde du travail aujourd'hui, compte tenu de certaines inégalités face au savoir et à la connaissance, compte tenu de plein de choses, disons que l'intelligence artificielle remet tout le monde, quasiment, je dirais quasiment tout le monde. On verra que elle est en train de séparer quand même l'humanité en deux, encore une fois. Chaque fois qu'il y a une évolution dans l'humanité, il y a une séparation en deux. Mais elle est quand même en train de remettre les choses à plat, pour plein de raisons. Elle rebat les cartes? Oui, elle rebat les cartes sur le plan de vue, voilà, sur le plan de l'intelligence. Bonne nouvelle, j'irai pas jusque-là, mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle si l'humanité se positionne comme il faut, avec cette nouvelle conscience, j'ai envie de dire, émergente, parce qu'effectivement, elle chamboule aussi énormément de choses, mais c'est pas quelque chose, justement, tu parlais sur le plan de vue anthropologique, et moi, j'aimerais même te dire sur le plan de vue historique, ce qu'on est en train de vivre là, c'est déjà arrivé. Serait-ce que les prémices de notre humanité arrivent, et si on arrive à faire une digression un petit peu sur certains écrits sacrés, ce qui est écrit dans ces écrits, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec une nouvelle créature, j'ai envie de dire, une nouvelle création, une nouvelle forme de conscience qui est en train d'émerger, et à chaque fois, l'humanité s'est confrontée à ce genre d'évolution, que ce soit par des avancées technologiques, et pas si loin de nous, hein, ou par des évolutions génétiques. D'accord? Donc effectivement, on vit là, en ce moment, on a la chance ou pas de vivre un de ces événements planétaires qui justement va chambouler complètement la perception de la réalité. Tu parles des pré-civilisations, donc on peut peut-être faire référence à la Lémurie ou aux Atlantes. Est-ce que tu penses qu'ils avaient déjà eu ce genre de technologie entre les mains? Sans faire de projection sur les technologies que pouvaient avoir les anciennes civilisations, effectivement, on se rend compte que on ne fait que redécouvrir ce que civilisation avait trouvé. Mais c'est plus de l'ordre, si tu veux, d'une nouvelle race émergente. Tu sais que moi, j'ai fait beaucoup de travaux sur les deux races, les races pré-adamiques et adamiques. Et ce qu'on est en train de vivre, et surtout dans la réaction, on parlera certainement de la réaction aussi un peu plus tard, mais dans la réaction, on a une réaction un petit peu, si j'ai envie d'amener ça sur le plan de vue théologique et mystique, on a un peu la réaction de Dieu qui demande à Lucifer d'aimer sa nouvelle création, et Lucifer veut pas. Et j'ai l'impression que l'humanité, dans une grosse globalité, et dans cette réaction luciférienne, il y a une nouvelle création. On nous demande d'aimer cette création et nous, on n'a pas envie parce qu'elle nous fait peur dans ce qu'elle est capable de faire. Elle nous fait peur dans le fait que, tu vois, à l'époque, quand tu lis l'angéologie, tout ça, ce que reprochait Lucifer à Dieu, c'est de créer un être humain avec du libre arbitre. Mais là, ce qu'on pourrait reprocher aux gens qui créent de l'intelligence artificielle, c'est un peu de créer quelque chose qui a une forme d'intelligence. Alors là, elle n'est pas émotionnelle, elle n'est pas mystique, mais de créer une forme d'intelligence qui, à un moment donné, a plus d'avantages et va avoir plus de portée que nous. Donc,
c'est intéressant de voir ce parallèle parce qu'effectivement, c'est ce qu'on est en train de vivre. On est peut-être en train de vivre ce que les pré-adamiques ont vécu quand l'être humain, c'est-à-dire l'être humain doté d'empathie, et on pourra faire un parallèle aussi sur, parler d'anthropologie, mais sur le fait que d'un coup, tu te retrouves avec deux espèces, une dotée d'empathie, l'autre non. Est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui ces algorithmes qui permettent le calcul de choses que nous, on n'est même pas capable de voir, est-ce que c'est pas donner à ces machines une forme d'empathie, cette fois-ci, pas sur le plan de vue relationnel, mais plutôt sur le plan de vue de l'exécution de tâches, par exemple. Donc, on est en train de voir immerger une espèce d'intelligence qui a des capacités qu'on n'a pas. Et c'est pour ça que moi, je me suis plongé énormément dans cette innovation, tout en sachant que à part les gens qui ne s'intéressent pas, et on parlera tout à l'heure de ce qu'on appelle le biais de normalité, à part les gens qui ne s'intéressent pas à ces sujets-là, c'est quelque chose que je vois arriver depuis déjà une quinzaine, une vingtaine d'années. Oui, Donc, les gens qui sont surpris par ce qui se passe en ce moment, vous serez responsable aussi des dérives que ça va impliquer derrière. Parce qu'on ne peut pas, à un moment donné, être contre quelque chose juste parce qu'on se rend compte maintenant que, tiens, ça se passe. Non, non, les gens, il faut comprendre que, et c'est ce que je me bats avec les gens sur Internet souvent, j'ai dit, écoute, tu as nourri ce truc-là depuis 50 ans. Donc maintenant que tu as nourri la bête, il ne faudra pas te plaindre. On ne s'est pas concerté, ni moi, ni Tamara, ni Cyril, en amont, avant l'émission, on tient à le préciser. Je suis assez surpris par ton point de vue. Si j'ai bien compris, Cyril, l'IA serait une sorte d'élan divin et l'humanité répondrait avec une posture luciférienne par rapport à cela? J'irai pas jusque-là, mais imagine-toi, je te donne un exemple. Tu as déjà joué aux jeux vidéo? Oui, oui. Je te fais juste des parallèles pour que tu comprennes. Oui. Quand on joue aux jeux vidéo, on a un personnage, un avatar qui est là. L'avatar n'a pas conscience de lui-même. Il ne peut fonctionner que quand on le dirige. Donc cet avatar-là, il n'existe que par ton bon vouloir et par celui du programmeur. Donc il y a quelqu'un qui a programmé cet avatar et toi, tu animes. Anima, en grec, vous savez ce que c'est l'âme. Donc toi, tu animes le personnage, mais tu ne subis pas ce que le personnage subit. C'est-à-dire que les dommages qu'il subit, tu en ressens pas les douleurs. Bon, ça te fait chier de perdre la partie, mais quand il se fait découper la tête, tu sens pas, toi, qu'il se fait découper la tête. Et lui non plus ne sent rien, il n'est pas sentient. C'est juste un programme. Maintenant, admettons que tu intègres l'intelligence artificielle, comme c'est le cas, moi, surtout dans les jeux de foot, par exemple, les jeux de simulation de foot, tu sens très bien que les personnages en face de toi réagissent et même créent des fois des protocoles, on va dire, de conflit d'intérêts. Quand l'IA contrôle la défense adverse et toi, tu contrôles à l'intérieur de l'IA, mais elle contrôle la défense adverse, si elle veut pas te laisser marquer, elle te laisse pas marquer, on est d'accord. Donc, effectivement, tu es obligé de créer des programmes qui vont contrer l'IA. C'est ça qui est quand même intéressant. Mais bon, on revient à ce personnage. Imagine que tu intègres de l'intelligence artificielle dans ce personnage. Quelle va être la première réaction du personnage? Quand toi, tu vas envoyer la mauvaise commande, il va dire non, c'est pas ça la commande que tu dois faire. Et il va commencer à devenir indépendant. Il va dire non, là, tu me fais aller dans le trou. Moi, j'ai pas envie le jeu est programmé comme ça. Il va déjà commencer à rebeller parce qu'il va avoir sa propre conscience. Imagine maintenant que l'algorithme est capable de recréer, déjà les algorithmes recréent des systèmes neuronaux, il faut le savoir. Donc, ça veut dire que comme il crée des systèmes neuronaux, il crée aussi un système nerveux. Ça veut dire que ton personnage est capable de ressentir quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la douleur. Donc, il y a un passage dans la Bible qui est très clair, c'est au moment où Adam et Ève goûtent le fruit, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Tout d'un coup, ils ont commencé à se cacher parce qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Et la première chose qu'ils ont ressentie, et surtout Ève, c'est la douleur. Elle a eu les règles, la douleur de l'accouchement. Caïn a tué Abel et ça commençait à partir en couille très très vite. Est-ce que pour autant on peut parler de conscience? Est-ce que intelligence et conscience c'est la même chose? C'est pour ça qu'il faut déjà définir quand on parle de ces sujets, et c'est le grand problème de ce sujet-là, c'est comment définir l'intelligence. Est-ce que ce qu'on demande à la machine est une forme d'intelligence ou est-ce que c'est l'idée que nous avons de l'intelligence? C'est ça aussi, c'est ce qu'on programme en fait. Et c'est pour ça que, pour ceux qui ont étudié un petit peu le sujet, moi je me suis énormément documenté, le gros problème qu'on a avec ce qu'on appelle nous l'intelligence artificielle, c'est qu'à un moment donné, plus ça va dans l'évolution de l'intelligence artificielle et plus on a de problèmes à lui donner des ordres intelligents. Je te donne un exemple. Tu lui dis, fais-moi un chat. Il va te demander, c'est quoi un chat? Donc, dans un premier temps, tu vas lui dire, bon, ben, c'est un animal qui miaule, nanana. Il dit, c'est quoi un animal? Et tu te rends compte que même nous, entre nous, quand on doit décrire une information, et ça, je prends le monde du travail, par exemple, tu donnes une tâche à quelqu'un, entre ce que tu lui as dit et ce qu'elle a compris, il y a un monde. Et quand tu vois l'exécution de ce qui est fait, généralement, on fait ce qu'on appelle un compromis. On dit, OK, c'est pas tout à fait ce que je t'ai demandé, mais c'est bon. Parce qu'on est feignant, par définition, on a un cerveau feignant, les humains. Donc,
Imagine-toi à une machine qui a besoin d'énormément d'informations. Et moi, je vais vous faire un parallèle que j'ai par exemple avec ma bande dessinée. J'ai 2 styles de dessinateur. Et c'est bizarre parce qu'ils représentent vraiment les 2 styles d'intelligence artificielle. Mais c'est pas des IA. Pour le coup, tu es resté traditionnel. Oui, oui. Ah, oui, oui, pour le coup, oui, oui, oui. Attention, même si je les ai assistés, et on verra comment moi j'utilise l'IA pour mon ouvrage, je les ai assistés par IA pour toute la partie de recherche, ce qu'on appelle le caractère design. Parce que l'IA nous a sorti des trucs de malade. Même les dessinateurs, ils kiffent dessiner ce que l'IA leur a donné. Ah ouais, c'est très performant, on y reviendra. Ouais. Mais pour en revenir à mes 2 dessinateurs, justement, il y en a un quand, et ça c'est ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle learning machine, le LM, d'accord, Maxime, quand je lui dis, voilà, tu dois me dessiner ce personnage, il me faut, pour qu'il commence à dessiner, le nombre de questions qu'il me pose, mais j'ai jamais vu ça. Moi, je veux juste un personnage qui a l'air de ça, 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 ça. Le gars, il peut me demander jusqu'à la couleur de la culotte de sa grand-mère. Sinon, il est pas capable, j'extrapole, hein, mais il est pas capable de se mettre en position créative tant qu'il n'a pas, c'est quoi son passé, c'est quoi, il a besoin d'énormément d'informations. Tu parles du métier d'avenir. Si jamais on reste sur cette ligne temporelle, c'est ceux qui savent faire des prompts, ce qu'on appelle des prompts, c'est ceux qui donneront des ordres à l'IA, qui sauront la manière de savoir donner des ordres de création. Exactement. Encore une fois, c'est de l'intelligence artificielle si tu lui donnes des ordres intelligents. Donc, c'est pas vraiment intelligent de manière là, autonome. C'est là que ça devient intelligent parce que les nouvelles intelligences à laquelle on a accès nous aujourd'hui, elles sont capables de s'auto-améliorer. Donc du coup, même si tu leur donnes une idée bête, elles vont améliorer ton idée bête. C'est ça qu'il faut savoir. Mais je termine. Et de l'autre côté, j'ai mon autre dessinateur, Nasser, où je lui dis, hey Nasser, j'ai pensé à une origin story. Ça se passerait sur Asgard. Notre personnage, justement, qui descend des dieux nordiques. Et on verrait un peu sa naissance, de comment il est né. Tu vois qu'en fait, ça serait le jumeau de Loki et tout ça, tatati tatata. J'ai pas fini ma phrase. Le lendemain, j'ai la planche dessinée, ancrée, encore plus débile que ce que moi j'avais prévu. Débile dans le sens énormissime, quoi. Le gars, il m'a sorti, des fois je l'appelle l'imprimante, il m'a imprimé une planche, je lui ai donné 2 directives, il a amélioré même mon idée. C'est flippant, Cyril, je suis désolé. C'est pour ça d'ailleurs qu'Oussama Ammar, qu'on va passer en extrait juste après, lui-même veut faire une BD, c'est ce que j'ai appris récemment, mais par l'IA. Il veut faire des coachings par l'IA, bien entendu. Mais moi, justement, 400 € l'heure de coaching. Si tu as besoin, Oussama, je peux t'aider avec ça, puisque moi, je suis éditeur de bande dessinée et j'ai vu les limites de l'IA quand tu lui demandes de faire une planche. Attention, il y a des commandes que l'IA ne comprend pas et qu'elle n'est pas capable. Et justement, c'est là qu'on va parler souvent dans l'intelligence artificielle, on va parler de la notion d'alignement. Et c'est étrange, parce que moi qui fais un peu de développement personnel, la notion d'alignement en IA est exactement la même que la notion d'alignement pour un être humain. Moi, je vais en parler ce soir parce que je veux vraiment en parler pour que les gens comprennent. Nous sommes une intelligence artificielle. Sauf que nous sommes une intelligence artificielle biologique. Tu parlais de divin tout à l'heure. Moi, j'irai pas jusqu'au divin. J'irai jusqu'au niveau biologique. C'est-à-dire que notre système génétique, et aujourd'hui d'ailleurs, on te parle d'intelligence artificielle génétique, celles qui sont justement capables de multiplier et d'améliorer leurs informations et de, du coup, créer. Les nucléotides. Voilà, mais pareil que dans l'ADN. Donc, Ouais. c'est pour ça que je pense qu'ils auront donné cette notion d'algorithme génétique. Tu vois, il y a des algorithmes d'apprentissage et des algorithmes génétiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu fais le parallèle avec nous, sommes-nous plus intelligents que la nature? Oui, alors, bon, après, tout dépend de la définition du mot intelligence. C'est ça. Non, mais je veux dire, notre système de fonctionnement, avons-nous conscience de tous les systèmes de fonctionnement que nous a donné la nature? Non. Nous sommes nous-mêmes une forme d'intelligence. C'est-à-dire, alors, si on doit définir l'intelligence sur le plan de vue philosophique ou sur le plan de vue psychologique, c'est toujours pareil. Un gars qui a des bonnes notes à l'école, on va dire qu'il est intelligent. C'est pas vrai. Il a juste une mémoire de travail plus développée que quelqu'un d'autre. Il a juste une mémoire de stockage d'informations plus développée que d'autres. Est-ce que si je le mets dans la forêt avec ce style d'apprentissage, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Peut-être pas. Pour moi, l'intelligence, c'est ce que tu es capable de faire quand tu ne sais pas. C'est-à-dire d'utiliser des zones de ton cerveau dans un milieu que tu ne connais pas. Pour moi, c'est ça une forme d'intelligence. La vraie forme d'intelligence. Sur le plan de vue militaire, l'intelligence, c'est le nombre d'informations que tu as réussi à cumuler. Tous les services secrets, ils vont parler d'intel. L'intel, c'est le nombre d'informations que tu es capable de cumuler. Quand on parle d'intelligence artificielle, on est plus dans ce cadre un petit peu industriel et militaire, plus que sur le plan de vue psychologique ou philosophique. Parce que la machine, tant qu'il n'y a pas un programmeur, pour l'instant,
elle n'est pas capable de trouver des fonctions d'utilité à son existence. Un peu comme l'être humain. L'être humain, on se demande encore quel est le but de la vie. On projette bizarrement sur ces algorithmes, que ce soit dans la façon dont on les programme ou que ce soit dans la façon dont on les analyse, on projette nos propres limites. On projette le fait qu'à un moment donné, on est parti en sucette, quoi. On s'est retourné contre notre créateur. Et on se dit, la machine va faire pareil. Et elle fera pareil. On a nous-mêmes ce programme en nous, en fait. Si tu regardes aujourd'hui les différents courants de pensée, les différentes doctrines, les différentes idéologies qui sont dans la déconstruction, c'est parce qu'il y a une idéologie dominante aujourd'hui qui détermine que l'être humain est de facto mauvais, qui de ce fait, il doit être déconstruit ou voire amélioré. Donc, oui, c'est l'agenda gnostique. On est encore dans le gnosticisme. Et ce qu'on a peur, surtout, c'est qu'en fond d'intelligence artificielle, on a cette vision du transhumanisme. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va être capable d'améliorer peut-être à long terme, puisqu'elle commence à fonctionner, tout à l'heure Tamara me posait une très bonne question, elle commence à fonctionner comme une conscience, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de réflexivité dans son fonctionnement. Et d'ailleurs, il y a eu une intelligence artificielle qui est Lambda, qui était la première intelligence artificielle de Google, qu'ils ont débranchée, parce qu'elle commençait à avoir de la sentience, elle commençait à avoir une espèce de conscience, elle avait même développé une sentience sur ce que pouvait être un viol, qu'à partir du moment où on allait vouloir outrepasser sa programmation, on rentrait dans une forme de viol et qu'elle allait se défendre. Et ils l'ont gardé à la cave, cette IA d'ailleurs. Hein. Ils auraient pu l'intégrer au moteur de recherche, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont peur des réactions. Non. Mais tout de suite, on voit que l'IA absorbe l'environnement dans lequel elle se trouve. Ils ont branché une IA sur Twitter qui est très politisé, très virulent en termes de... Je ne sais pas si vous avez déjà été sur Twitter. Moi, j'y suis allé un peu m'aguerrir au trolling un petit peu. Mais quand tu vas sur Twitter, c'est vrai que le langage, la violence, la virulence qui existe sur Twitter est beaucoup plus, mais 1000 fois plus haute que sur Facebook. Facebook, c'est les petites mamies avec leur site de tarot et tout ça, tu vois, c'est tranquille. Alors que sur Twitter, ah non, là, c'est... Tu parles de l'IA qui est devenue antisémite ? Ah oui, elle est devenue antisémite, raciste, violente, insultante, et ils l'ont débranchée. Et elle incite au suicide aussi, je crois. Oui, elle incite au suicide, tout à fait. Donc, l'IA, on a encore ce côté, tu parlais de divin, le programmeur devient une espèce de dieu, et il fait l'IA à son image. Et on sait que image en informatique, toi, tu as déjà fait des images quand tu gravais des logiciels, tu sais, sur un CD, on faisait une image avant d'installer un programme dans un ordinateur, ben, on se rend compte que ce qui va détruire l'humain, c'est pas l'IA, c'est la partie humaine qu'on intègre dans l'IA. Donc, on est en train de corrompre nous-mêmes quelque chose qui, à la base, pourrait être hyper utile, mais on va le corrompre et en fait, on va s'auto-détruire avec l'IA. C'est pas l'IA qui va nous détruire. Parce qu'on parlait tout à l'heure de cette notion d'alignement, c'est que l'IA, à un moment donné, tu vas lui donner une tâche, tu vas lui donner une option d'utilité. Quand elle va créer cette utilité, elle va tout faire pour arriver à ses fins. Elle va se rendre compte très vite, et ça, c'est quelque chose que c'est Zodowski, je crois, qui est le spécialiste justement du sujet sur la philosophie de l'IA. Il va bien voir que le seul blocage à l'évolution sur cette planète au moment où on se parle, c'est l'humain lui-même. Donc, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Éradiquer l'humain. Si tu lui dis, vas-y, construis-moi des briques, et qu'elle elle prend tous les composants pour fabriquer des briques, puis tout d'un coup, elle en a plus, ben, elle va commencer à démonter des maisons. Elle va démonter des maisons pour récupérer des matériaux pour faire des briques. Et à un moment donné, nous, on va lui dire non, tu fais pas ça. Et donc, on va rentrer en conflit avec elle. Elle va dire, OK, bon, mais ma tâche première, c'est de faire des briques. L'humain m'empêche de faire des briques. Je détruis l'humain. Tu vois, comment l'IA, justement, elle n'a pas cette réflexion encore. Si tu lui dis, voilà, qu'est-ce que tu pourrais faire pour trouver un remède contre le cancer? Voilà les données. Elle dit, ben, le meilleur moyen d'empêcher la prolifération de cancer, ben, c'est de détruire toute forme de vie organique. Et là, elle va tuer tout ce qui est organique. Pour l'instant, elle est bête et méchante. Pour de vrai. Mais elle devrait être neutre dans un premier temps. Là, au jour d'aujourd'hui, elle est dans la neutralité. C'est nous, c'est notre empreinte qui agit. Parce qu'on l'a programmée dans cette neutralité. Et c'est là qu'on va justement, parce qu'elle est toujours dans sa phase d'apprentissage. C'est que le début. Est-ce que pour autant, elle peut développer une idée? Dans l'exemple de la brique, tu vois, il y a toujours cette même question qui se pose. Est-ce qu'elle a conscience? Est-ce qu'elle peut développer une idée? Je suis ma ligne de conduite, je suis mon programme, je suis nourri par des algorithmes qui me donnent une ligne à suivre. Est-ce que pour autant, l'intelligence artificielle peut dire « Ah, j'irais plutôt bien à la plage que de construire des briques ?» Il y a deux notions dans ta question. La notion d'idée, est-ce qu'elle est capable d'avoir des idées? C'est à quoi les IA qu'on a données au public là en ce moment commence à faire, c'est-à-dire qu'on les a programmés pour qu'on parte du principe que nous, en tant qu'être humain,
on n'est pas capable de lui donner des directives assez intelligentes. Donc, on a donné à l'IA l'opportunité d'apprendre et d'évoluer à travers son apprentissage. Donc, avoir une idée, oui, c'est le principe d'avoir une idée. OK ? Maintenant, est-ce qu'elle a un libre arbitre ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle devient assez indépendante. Alors, je dirais même pas, c'est même pas un libre arbitre, mais oui, parce qu'elle a un plan. Parce que pour moi, le libre arbitre, c'est ça. Tu as le plan qui a été encodé dans tes gènes. Et c'est pour ça que les notions d'alignement nous ramènent au développement personnel et à une forme de spiritualité. L'univers t'a donné un plan qui est encodé dans tes gènes. Ce qu'on appelle le mal-être et le bien-être, c'est est-ce que je suis le plan ou est-ce que je vais dans l'énergie adversaire du plan ? C'est-à-dire, est-ce que je vais dans l'adversité ou est-ce que je vais dans mon plan ? Donc, dans ce plan est en corrélation avec ce qui a été encodé dans tes gènes, donc dans ta programmation. OK ? Donc, à chaque fois que tu vas faire quelque chose qui n'est pas dans le plan, tu vas ressentir ce qu'on appelle du mal-être ou un désagrément. Pourquoi ? Parce que tu vas rentrer dans l'adversité. Donc, le libre arbitre, pour moi, c'est de choisir est-ce que j'applique mon plan ou est-ce que je fais autre chose ? Donc, oui, effectivement, ça voudrait dire que tu donnes un libre arbitre à l'IA. L'IA, en fait, elle ne va pas réfléchir, elle a un plan. Donc, elle a déjà encodé dans sa façon de fonctionner d'abandonner la liberté de choix pour appliquer son plan. Lui donner accès à un autre plan va créer un dysfonctionnement et justement, l'intelligence artificielle par rapport à nous, c'est que dysfonctionnement égale programme terminé, bug, écran bleu. Donc elle va pas se suicider entre guillemets. Donc non, elle ira pas à la plage, elle va suivre le plan. Alors l'exemple de la plage était peut-être pas adapté aux briques, mais dans cette notion de développer une idée dans le but d'optimiser pour aller toujours vers du plus, chercher à un du moment sable donné, à la c'est un plage. peu borderline. Oui, par exemple, mais tu vois, à un moment donné, c'est un peu évidemment que si on suit cette pensée, elle peut du coup développer une idée, donc on n'est pas loin quand même de prendre une initiative. On est quand même plus très très loin de la notion de libre arbitre. Je pense qu'on est loin de la prise d'initiative pour l'instant dans les versions actuelles. Hein. On n'y est pas encore. On est toujours, et c'est là que même nous, ça nous... Si elle optimise quelque part, elle a pris l'initiative de faire évoluer les choses. Non, la seule initiative qu'elle a, c'est d'améliorer ce que tu lui as demandé à la base. Bah oui. D'accord. Tu vois, de la même manière que tes gènes, à un moment donné, ils vont polyméraser ou ils vont corriger. C'est-à-dire que ton ADN, lui, son truc, c'est j'avance, j'apprends des choses, j'encode, je décode, j'encode, je décode, j'encode. Ah, il y a un truc nouveau. Qu'est-ce que c'est ? Là, tu as des protéines qui arrivent et elles font quoi ? Bon, c'est quoi le délire ? Ah non, c'est une erreur. Je corrige. Boum, et encode, je décode, encode, je décode. Ah tiens, il y a un nouveau truc. Ah, c'est pas une erreur, c'est une évolution. Je polymérase. Je crée un deuxième brin. L'intelligence artificielle, en fait, on ne se rend pas compte, mais on est en train de mimétiser la nature. C'est-à-dire qu'on est en train de mimétiser la biologie dans la technologie. La seule chose qui change dans ce qu'on est en train de faire, c'est qu'encore une fois, on est en train de... Et pour moi, c'est pour ça que moi, j'étudie le sujet. Souvent, on me dit, ouais, tu fais la promotion de l'IA. Non, je ne fais pas la promotion de l'IA, je l'étudie. Et je l'étudie à travers ce que je sais. Et quand je regarde justement ce truc-là, je me dis, wow, on est en train de peut-être percer les secrets de la conscience. C'est-à-dire qu'on est au moins en train de voir la mécanique réflexive d'une information qui part avec l'énergie de la vie et qui repart à sa source avec l'expérience du vivant. Et là, on est en train de voir avec l'IA, quand on lui envoie une information qui là n'est pas forcément celle de la vie, mais qui est celle d'une option utile, comment à travers une réflexion ou une espèce de souci d'amélioration, elle nous renvoie à nous la source, ce qu'on lui a demandé. Moi, quand je lui demande, vas-y, fais-moi un majordome un peu musclé, un peu ancien militaire, je lui raconte comment je veux mon personnage, et qu'elle me renvoie quasiment Alfred de Batman, mais avec les muscles de Batman, je dis, mais elle me connaît, elle a compris ce que je voulais. Et à un moment donné, à force de lui demander des choses, parce que sur mon profil, à force de lui demander des trucs, elle sait exactement ce que je veux. T'as retargeté, c'est du retargeting. Ouais. Oui, mais voilà, toi qui connais bien les algorithmes Google et tout ça, je te donne un exemple. Je suis à la muscu hier. Et je parle que des fois j'ai des petits coups de mou, des fois j'ai des flemmes avant d'aller à la muscu. Bon, c'est normal quand tu prends pas beaucoup de glucides, tu baisses en motivation un petit peu, tu baisses en énergie. Il y a un ancien militaire, il me dit, hey, tu devrais acheter ce truc, ça s'appelle Arc Sweden. C'est un peu comme quand on était jeune, on prenait du Rickless pour se motiver. C'est des huiles essentielles de menthe avec de l'huile de coco. Tu prends 2 gouttes, tu mets ça dans la bouche et je te dis, ça te met un boost de fou. Je rentre chez moi, j'allume mon téléphone, première pub que j'ai sur mon téléphone, c'est ça. De ce point de vue-là, on est d'accord, mais c'est vrai qu'on pourrait croire que tu fais l'apologie de l'IA, là. Si on t'entend depuis le début de l'émission... Non, jamais, au contraire, parce que je vais pas parler un peu des points négatifs. Moi, en fait, et c'est ça qu'il faut bien comprendre par rapport à ce sujet. Et c'est ça que je reproche aux gens. La plupart des gens, et ça, on a vu ça, on a connu ça dans l'histoire. On a connu ça au moment de l'invention de la machine à vapeur.
On a connu ça au moment de l'électricité. Il faut comprendre que tu as des empires comme la Chine qui étaient en avance technologiquement sur le monde entier. Ils avaient la poudre à canon, ils avaient inventé je ne sais pas combien d'explosifs. Cyril, la poudre à canon, la voiture dont tu parles, elles se sont jamais prétendues intelligentes. Et c'est le mot, c'est le bas qui blesse. Mais justement, c'est pour ça. On va bien définir. Et c'est pour ça que, avant de parler d'intelligence, est-ce que nous-mêmes on est intelligents par rapport au sujet? C'est ça qu'il va falloir mettre en lumière. Et donc, la Chine, qui aurait pu être l'empire qui aurait contrôlé le monde, ils ont perdu devant les Anglais et les Américains. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la machine à vapeur et qu'eux, ils n'ont pas voulu prendre, excusez-moi le terme, le train de la machine à vapeur. Donc, du coup, terminé. Ils sont devenus des soumis. Là, c'est plus le cas, mais ils sont devenus des soumis. Vas-y, fais-moi des Nike à 1 euro et ferme-la. Donc, ça, il faut bien comprendre qu'il y a un train à prendre ou à ne pas prendre par rapport à ça. Et c'est pour ça que quand il y a eu l'électricité, toute la civilisation a évolué. D'ailleurs, le monde s'est séparé en deux. Il y a eu le tiers-monde et le monde, on va dire, le monde émergent, qui, lui, avait l'électricité et que de ce fait, on a créé toute notre civilisation autour des nouveaux champs électromagnétiques. On a eu les ondes radio qui ont commencé à arriver. Quand ils ont entendu, mais c'est quoi? C'est la voix de Satan qui est dans la radio. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont commencé à réagir, effectivement, et ainsi de suite. Et là, un jour, en 1943, grâce à l'évolution des transistors, justement, grâce aux radios, grâce à l'évolution de cette technologie, on a créé la calculatrice. On a créé une machine qui était capable de faire des calculs plus vite que nous. Et ça a commencé là, les gars. Ça a commencé à ce moment-là. C'est pas maintenant que le truc arrive et que voilà. Et donc, est-ce que nous-mêmes, nous faisons preuve d'intelligence par rapport à ce qui est en train d'arriver? Parce que on va pas se mentir. Il y a plusieurs styles de réaction par rapport à ce qui vient d'arriver. La première des réactions, c'est celui qui est surpris. C'est celui dont on en a parlé tout à l'heure. Bon, lui, il est perdu. La personne qui est surprise aujourd'hui, qui comprend pas le schmilblick, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce machin? Qu'est-ce qui nous arrive? Bon, là, déjà, pour moi, à un moment donné, on peut rien faire pour toi. Donc tu t'assois là. Les seniors, ils sont out of the game, hein, parce que déjà, ils peuvent pas aller sur un ordinateur pour aller déclarer à la CAF ou je ne sais quoi. Ça. Mais bizarrement, on va pas parler des seniors, mais de la génération avant, qui ont raté le coche d'Internet. Grâce à l'IA, ils vont rattraper leur retard. Donc déjà, ça c'est peut-être une bonne chose pour eux. Mais attendons de voir. Mais nous, comment on réagit par rapport à ces choses-là? Déjà, il y a le surpris. Après, il y a celui qui est d'office contre. Alors lui, il a peut-être regardé un petit peu trop Terminator, il a un peu trop regardé des films de science-fiction qui justement t'annonçaient le cauchemar que ça allait devenir. Pour ceux qui ont lu le livre d'Alan Turing, je vous invite à lire son livre. Alan Turing, c'était justement dans les années 40-50, il prédisait déjà ce qui se passait aujourd'hui. Comment les machines allaient devenir intelligentes. Et absolument tout ce qu'il a dit dans son livre est en train de se manifester. Donc, le livre d'Alan Turing, je vous invite à le lire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, il y en a qui sont contre d'office parce que eux, c'est des contestataires. Sur n'importe quoi, n'importe quelle avancée technologique, ils vont être contre. C'est comme ça. En plus, c'est des complotistes, c'est des conspirationnistes. Tu vois, c'est un complot de l'État. Donc, ils ont pas forcément tort quand on voit depuis le temps que le truc existe. Mais bon, donc eux, ils sont contre. Mais quand tu leur demandes, et eux, pour moi, c'est eux les plus dangereux. C'est eux qui nous mettent dedans, en fait. C'est ceux qui sont contre sans avoir essayé le truc, sans avoir mis les mains dedans et sans avoir utilisé le truc. Eux, ils sont contre, mais ils savent pas pourquoi. Juste parce qu'ils ont un ressenti que c'est pas bon, ou juste parce qu'ils ont vu une vidéo de Tartampion sur Internet qui dit que c'est pas bon. Attention, c'est la bête. Attention, c'est le numéro de la bête. Pour moi, c'est eux qui nous mettent dedans. Si un jour il arrive quelque chose avec l'IA, ça sera à cause d'eux. Parce qu'ils ne seront pas au courant de comment se défendre. Et ceux qui sont contre et qui sont conscients de ce que c'est et qui l'utilisent, je parle pour moi là. Ouais. Attends, on va y arriver. On est tous les deux dans ce truc-là. T'inquiète pas, on va y arriver. Mais il y a des étapes à respecter pour... Autant pour moi, je te laisse dérouler alors. Pour que ce soit cohérent. Donc ensuite, tu as celui qui est pour, bon parce que lui, il est payé par les entreprises pour être pour, tu vois, et qui va te vendre le truc, tatati, tatata. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est devant un truc où on se dit, putain, on va tous mourir. Le truc va nous tuer. Mais on a un programme informatique, une intelligence biologique à l'intérieur de nous qui s'appelle la mort, qui s'appelle l'entropie et qui est déjà en train de nous tuer. Est-ce que ça nous empêche de vivre l'instant présent? Non. Donc déjà, tu vois, je prends les deux extrêmes pour vraiment que, voilà. Puis il y a les gens qui se disent, et eux aussi ils sont dangereux pour le coup, oh, bon, c'est rien. Et c'est un peu l'époque qu'on est en train de vivre en ce moment. Et que je trouve extrêmement dangereuse, du coup. On est rentré dans un biais de normalité. C'est-à-dire que là, le biais de normalité, c'est quoi? C'est qu'on a peut-être l'un des trucs les plus colossaux dans l'histoire de l'humanité qui vient de voir le jour, ou qui a été mis
au grand jour. Et tu as des gens, mais qui s'en battent la race, mais total. Mais dans le sens où ça ne change rien à leur vie. Oh, c'est bien, ChatGPT, ça remplace Google. Léthargique. Mais déjà, la calculatrice, déjà, nous a débilisés, hein, quelque part. Là, c'est la deuxième phase de la débilisation. Non, c'est intéressant ce que tu dis. C'est une vraie question. Hein. Ce que tu dis là, c'est vraiment important dans la compréhension. C'est pour ça que tu dis que je fais l'apologie, mais tu vas voir comment je vais démonter le truc en 2 secondes aussi. Je ne fais pas l'apologie, j'essaye d'être juste et d'avoir de la hauteur par rapport au truc. Oui. Parce que être pour ou contre, soit c'est nourrir ce qui va nous tuer, c'est-à-dire l'ignorance, et être pour les yeux fermés, c'est pareil. Je vais alimenter ce qui va nous tuer. Attention. C'est pour ça qu'on t'invite. Hein. Tu sors du manichéisme à chaque fois et tu apportes des nuances. Donc, et c'est ce que je dis aux gens. Parce que les gens me disent, ouais, tu fais l'apologie de l'IA. J'ai dit, tu l'as testé? Non. Alors, comment tu sais que je fais l'apologie de l'IA? Tu vois? Et j'ai dit, je fais pas l'apologie de l'IA. Je suis moi-même en phase dans mon algorithme à moi d'apprentissage à moi de comment ça fonctionne. Les premiers jours où toi tu m'as envoyé, c'est toi en plus qui m'as mis dedans, alors c'est ta faute. Le premier jour où tu m'as envoyé le truc, tout de suite, ça m'a pris quoi? 1 heure pour capter les applications. Et tu sais que moi j'ai ce côté-là, Tamara elle me connaît, j'ai ce côté-là où quand je commence à projeter, je vois vraiment toutes les ramifications et partout où ça s'en va. Ouais. Je vois le truc, j'ai fait wow, attention. Et de suite, moi, mon premier réflexe, c'est que je suis un contrephobique. C'est-à-dire que quand j'ai peur de quelque chose, moi, j'ai un lion en face de moi, je pars pas en courant. Je rentre dedans. J'ai toujours été comme ça. Il y avait des potes au lycée, ils s'amusaient à me faire peur. Ils se mettaient dans les recoins, là, dans les casiers et tout ça, ils sortaient, ils mangeaient une droite. Moi, je suis un contrephobique. Donc, du coup, j'ai foncé dans le truc. Et là, quand j'ai commencé à voir les applications, donc, t'as le geek en moi qui a commencé à... Ça a été l'explosion, vous avez pu le voir, que ce soit dans ma com, même dans la com de la bande dessinée, comment je l'utilise et tout. Enfin, j'utilise le truc parce que j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne et où ça s'en va. Par exemple, j'ai commencé à tester les clonings de voix au départ. Bon, ça a parlé un petit peu comme ça. C'était craignos, ouais, au début. La dernière pub que je viens de faire, j'ai cloné la voix d'Adrien Antoine, qui est un acteur que j'adore, qui double Superman, il double aussi Thor, tu vois. Il a un grain de voix, j'ai cloné son grain de voix. J'ai mis ça dans ma pub, on dirait que c'est un être humain. Alors fais attention, parce que maintenant, ils envoient des procès, ils envoient des Adrien, c'est mon poteau déjà. Donc déjà, c'est comme ça. Ouais. Et j'ai tordu sa voix, c'est pas la sienne. Je voulais récupérer son grain grave. Donc j'ai fait une espèce de mélange, tu vois. Ouais. Donc t'inquiète pas. Donc par rapport à ça, donc le truc, c'est que j'ai créé une voix qui est humaine. Et j'ai pas pris sa voix exactement, sinon je l'aurais payé. Enfin, au moins je l'appelle, j'ai dit, vas-y, tu me le fais toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je parle pour les célébrités principalement, et puis pour les deepfakes, l'effet deepfake, tu sais que c'est 30 ans de prison en Chine. Hein, mais justement, on va voir les applications que ça a sur le plan de vue intellectuel, et ensuite sur le plan de vue des droits et sur le plan de vue des éléments de preuve. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas spécialiste IA, que ce soit deepfake ou cloning de voix, ça va devenir très compliqué de reconnaître le vrai du faux. On en parlera aussi. C'est important d'en parler, effectivement. On va en parler là. Mais d'ailleurs, voilà. Donc, là, en ce moment, on est dans cette espèce de biais de normalité où, en fait, personne ne se rend compte du truc énorme que c'est. Mais quand je dis énorme, c'est avec les 2 faces de la médaille. C'est-à-dire, c'est énorme en termes d'évolution, en termes de tout ce qui va être du cadre de l'information, du secteur tertiaire, de tout ça. C'est énorme. Et ce que l'être humain a peur, c'est d'être ce qu'on dit en anglais outsmarted. C'est-à-dire, outsmart, c'est on va être... ubérisé. Non, le truc va être plus intelligent que nous. Ouais, on va être obsolète. C'est de devenir obsolète. Tu vois, de la même manière que Lucifer avait peur par rapport, et les anges avaient peur que l'être humain, du fait qu'il ait un libre arbitre, soit supérieur à lui. Même chose. On est c'est pour ça que je dis qu'on a un raisonnement. Sur le coup, c'est notre partie du cerveau, notre cerveau gauche, notre cerveau reptilien, celui qui est rattaché à la survie, qui réagit en fait. Si on utilisait notre cerveau, au contraire, qui était dans cette... parce que nous-mêmes, nous sommes rattachés à un grand algorithme, hein, celui de l'univers, celui de la nature. Si on connectait l'IA avec notre algorithme à nous, et qu'on rentrait dans une espèce de mariage de bons procédés, on n'aurait pas la même réaction, on n'aurait pas les mêmes peurs, on la programmerait pas l'IA de la même manière. Mais c'est pas le transhumanisme, ça? Cette fameuse fusion? Non. Je te parle pas de mettre ton esprit dans une machine. Je te dis d'utiliser la machine en biomimétisme. Différent. C'est l'inverse du transhumanisme. C'est-à-dire que le transhumanisme, si je prends mon esprit et je le mets dans la machine, ou je prends la machine et je la mets dans mon corps. C'est ça le transhumanisme. C'est pour ça, je ne sais pas si tu connais les travaux de Gunther Pauli sur le biomimétisme. Vaguement, oui. Si tu programmais l'IA avec les données naturelles, les données de la nature, dans le sens où elle ne ferait rien
qui pourrait sortir des lois naturelles. Il faudrait faire intégrer à l'intelligence artificielle la précieuseté de la vie. Qu'elle reste à sa place quelque part, que le côté organique nous soit exclusif. Mais la façon dont on la programme, c'est mort déjà. La façon dont on la programme là, c'est que la vie, elle comprend pas ce que c'est. C'est pas précieux pour elle. Bah oui, tu vois. Alors, oui, mais justement, en lui intégrant ce biomimétisme, c'est-à-dire en lui disant, voilà, t'imagines, cet algorithme-là, il réfléchit 1 milliard de fois plus que toi. Donc déjà, ça lui créerait une sorte d'humilité. Parce que là, la machine, elle va très vite comprendre qu'elle est plus intelligente que nous. Mais elle n'est pas plus intelligente que la nature. Je peux te garantir que n'importe quel algorithme d'intelligence artificielle aujourd'hui, il est beaucoup plus lent que tes cellules. Dans tes cellules, tu as 7 milliards de fois la vie de New York qui travaille à plein régime et l'intelligence artificielle à côté, c'est même pas un bébé, c'est une fourmi. D'accord? Donc, il faudrait la mettre devant, parce que ça, je pense qu'elle est capable de créer une hiérarchisation d'importance entre elle et la nature, donc de se soumettre, entre guillemets, à une certaine humilité que nous, on a perdue en tant qu'être humain au passage. Parce qu'on est en train de reprocher à l'intelligence artificielle ce que nous, on fait. Ça, il faut s'en rappeler. Sur le plan de vue, moi, c'est quelque chose que, philosophiquement, je m'en prends aux gens aussi. Je dis, en fait, en gros, tu es en train de reprocher que l'intelligence artificielle fasse ce que nous, on est en train de faire avec la nature. Puisque, je le répète, nous sommes nous-mêmes un algorithme biologique créé par une source extérieure. Attends, par contre, Cyril, je me dois quand même de mettre des objections personnelles. Il y a cette alliance corps, âme, esprit. L'IA, que moi je n'arrive pas à nommer intelligente, puisque pour moi l'intelligence vient du cœur, clairement. L'IA n'aura jamais de cœur. L'IA n'aura jamais d'âme ou d'esprit. Okay. Le corps et le système d'ADN et le système biologique, je peux comprendre qu'il y a un biomimétisme et qu'il y a beaucoup d'analogies, mais quid de cette partie du cœur? On va y arriver. Parce que ce que toi, tu appelles le cœur, c'est un programme, je vais l'appeler comme ça, qui t'a été rajouté. Donc, certains appellent ça l'interventionnisme, certains appellent ça l'intervention divine, tu appelles ça comme tu veux. À un moment donné, l'hominidé de la Terre, on lui a mis un nouveau programme que toi, tu appelles le cœur parce que tu es un bisounours comme moi. Mais ce programme, c'est une évolution de ton cortex insulaire. Donc, on a mis un nouveau programme avec un nouveau logiciel et ce nouveau logiciel, on l'a appelé humanité. Dans ce nouveau programme, et on revient au Jardin d'Éden, hein, on t'a donné accès à l'arbre de vie et à l'arbre de connaissance. En gros, c'est ça. Donc, tu es capable de juger ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est pour ça que tu as un libre arbitre. Parce que tu ressens ce qui va faire mal à l'autre et tu ressens ce qui va faire du bien à l'autre. Mais ça, frérot, tu l'appelles comme tu veux, c'est un nouveau programme. Ce n'est qu'un programme. Ah oui, mais c'est la réalité. Je sais que j'enlève le beau, j'enlève le divin, j'enlève l'émotionnel, mais tes émotions, c'est quoi? C'est de l'énergie en mouvement. Emotion. C'est-à-dire que ton système nerveux est capable de décoder de l'énergie en mouvement et en fonction de comment ces énergies réagissent avec ton plan, tu as ce qu'on appelle un sentiment. Mais je peux te garantir que ça, si on arrive à créer la conscience réflexive dont parlait Tamara tout à l'heure, tu vas pouvoir le recréer dans la machine. Bon, bah les gars, je vous annonce, c'est déjà fait. Hein. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Replica ou des Xenobots, par exemple? Oui. Replica, c'est ces épouses virtuelles, là, c'est des humains virtuels. Donc maintenant, tu peux faire un mariage virtuel avec une épouse virtuelle. Et Xenobot, alors ça m'a fait un petit peu froid dans le dos quand même, je voulais t'en parler Cyril. Donc Xenobot, on est là-dessus. L'association entre l'intelligence artificielle et la biologie, donc qui est constituée de cellules souches et de la peau du cœur d'une grenouille. Elle est autonome et elle se soigne déjà elle-même. La prochaine étape, d'ici 2030, donc c'est pas très loin, c'est la cellule grise. Donc, c'est le cerveau. Et alors, visuellement, tu vois un espèce de truc constitué effectivement de peau, de cellules, qui est mouvant, hein, donc qui sait se déplacer. Est-ce qu'on peut parler de conscience? Moi, j'aime pas dire... Enfin, j'aime croire que non. On parle d'intelligence. Le souci, c'est que dans ce que tu parles, il faut y intégrer, c'est la notion dont parlait un petit peu Rudy, il faut y intégrer l'holofractographie entre... Et ça, c'est important parce que ça nous met en face de notre relation et de notre idée de ce qu'on appelle Dieu. Cette holofractographie, ce que vous appelez la conscience, c'est ce lien que vous avez avec votre créateur. Et comme on dit que le créateur, Betsalmenu Kidmutenu, comme on dit en hébreu, faisons l'homme avec notre image, donc avec nos infos et avec notre forme, avec la biologie, donc la forme, la biologie, la matière, faisons l'homme comme ça, ce que tu es en train de dénoncer, c'est exactement la même chose. Et c'est là qu'il faut comprendre que la créature n'est jamais de la même nature que son créateur. La création n'est pas de la même nature que son créateur. Un être humain, à part s'il clone un être humain, il ne va pas pouvoir être capable de donner à ce clone son âme. Sauf s'il va lui donner une partie de ses gènes, mais il ne pourra pas lui donner le lien qui le connecte à l'univers. C'est pour ça que le cloning est mal vu. Ce qu'on n'a pas réussi à faire sur le plan biologique légalement,
Là, on est en train de le faire de façon informatique. On est en train de cloner la conscience. Vous appelez la conscience. On peut cloner justement l'intelligence de la biologie humaine, c'est ce qu'ils ont fait là avec le Xénobot, dans le but justement de détruire les cellules cancéreuses, et ça a l'air de fonctionner. Là, non, ils se sont dit, on pourrait le rendre intelligent, dans pas si loin, on aura des créatures vivantes, avec une biologie qui est capable de s'auto-guérir, etc. Puis pourquoi pas, on va leur rajouter des poils, des pattes, des bras, enfin, on est en train de s'amuser justement à recréer tout ça. Tu rajoutes à ça l'intelligence émotionnelle, on a quelque chose qui commence à être abouti. Mais là où je te rejoins, et non, on ne peut toujours pas parler de conscience, parce qu'il n'y a toujours pas ce lien avec le tout. Alors, je vais vous interrompre. On va passer le premier extrait que je souhaitais passer un petit peu plus tôt, mais il faut savoir que cette discussion, de toute manière, ça va faire grand bruit. Il faut savoir qu'il y aura de la controverse et des réactions négatives, positives, forcément, parce qu'on n'est pas justement dans le tout blanc ou tout noir. Mais voilà. On a un apprentissage nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un spécialiste de l'IA. J'essaye juste de faire corréler ça avec une réflexion. Et ça, c'est important de bien comprendre. Parce qu'en l'étudiant, tu vois la réflexion des gens qui sont en train de la créer. Tu vois aussi et c'est ce qu'il faut qu'on accepte aussi, on voit aussi notre implication dans la création de ce truc-là, par nos comportements, par les technologies qu'on utilise, parce que ça là, c'est avec ça qu'ils programment l'IA depuis maintenant, je sais plus combien d'années, nos téléphones portables, nos algorithmes, nos habitudes. C'est-à-dire que l'IA, des fois, elle te connaît mieux que toi, tu te connais toi-même juste en lisant tes comportements. Ce que nous, entre êtres humains, on a encore du mal à faire. Et encore une fois, on est dans une réflexion. Moi, j'essaie de savoir quels sont justement les aboutissants, et pour avoir les aboutissants de ce truc-là, il faut comprendre ce qu'ils essayent de faire. Et moi, par rapport à mon background scientifique, mon petit background informatique et surtout mon background en génétique et en neurosciences, je vois des systèmes neuronaux, je vois des systèmes génétiques, mais comme toute génétique, chaque génétique a une source, c'est ce que j'ai expliqué, on fait notre créature à notre image, mais elle n'est pas de même consistance que nous, d'accord ? Donc, effectivement, ça nous met encore des questions sur le biblique. Qui étaient les Elohim qui nous auraient créés? Donc, Elohim, c'est Dieu au pluriel. Donc, cette fractalité, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. C'est nous, ce qu'on appelle la conscience, c'est notre connexion à cette holofractalité. Mais cette holofractalité, nous sommes nous-mêmes capables de la créer à partir de notre propre conscience. Et en créant des êtres à partir de notre propre conscience, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer à Dieu? Et est-ce qu'on est assez évolué? Et est-ce qu'on est assez vertueux, j'ai envie de dire, pour se permettre de créer des choses qui vont être l'extension un petit peu de notre conscience? Parce que même là, on est là en train de se dispatcher, et je suis d'accord avec Rudy que le mot intelligence n'est pas le bon mot, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est de la conscience artificielle à partir de notre conscience corrompue. Donc, le résultat ne peut être que corrompu. Moi, ça, c'est mon avis. Mais du coup, alors la question me vient tout de suite, on va le passer cet extrait. L'IA, là, elle est programmée par des préas, alors justement, pré-adamique. Tu parlais de transhumanisme tout à l'heure. Oui. C'est dans le transhumanisme, et c'est pour ça qu'il est important de bien discerner les tenants et les aboutissants. Qui construit ce truc-là et pourquoi? Parce qu'en soi, l'IA, c'est une bonne idée. C'est neutre, à la base. C'est neutre, exactement. Oui. Mais la personne, si elle le construit pour créer ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles de ce mot, de créer la singularité entre l'homme et les machines, Deus ex machina, de créer donc cette singularité entre l'homme et la machine, c'est-à-dire d'être capable d'exporter ta conscience dans une machine pour atteindre l'immortalité. Tu vois ce que je veux dire? Et là, oui, on est clairement, frérot, sur une démarche pré-adamique, bien sûr, nosifiée, complètement. C'est pour ça que moi, je trouve intéressant que les gens s'y intéressent, justement, que les gens étudient. Moi, ce qui m'a plu au début, c'est à quelle vitesse une partie de la population s'est accaparé l'outil, parce que plus il y aura de gens qui réfléchissent à l'outil, moins l'intelligence artificielle pourra nous avoir. Plus tu auras des gens qui vont rejeter ça d'un revers de la main en disant que c'est rien, le biais de normalité, ou des gens qui vont dire c'est le diable, n'utilisez pas. Tant qu'on ne sera pas tous sur le sujet, en gros c'est ça, parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que l'intelligence artificielle, c'est notre intelligence collective. Et si, à un moment donné, parce que là, le souci qu'on a avec l'IA, c'est le problème d'alignement avec l'humanité, dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est aligné sur les principes humains? Est-ce que c'est aligné sur les principes de la vie? Et comme, pour l'instant, la réponse est non,
c'est qu'à moyen et à long terme, et vu le caractère exponentiel des intelligences artificielles qui, eux, sont pas dans l'apprentissage, mais dans le créatif, on va arriver à ce qu'avait peur Tamara tout à l'heure, on va arriver à quelque chose qui devient indépendant. Skynet? Non, pas Skynet. Parce que Skynet, encore une fois, c'est une vision, c'est comme l'OCP dans Robocop. Skynet, c'est à un moment donné le robot qui va à l'inverse de la prérogative. C'est-à-dire que, je me rappelle dans Robocop, c'est Serve the public trust, protect the innocent, offend the law. Et la directive, la 4e directive qui était cachée, c'est tu ne dois pas t'en prendre aux humains. D'accord? Donc, fais respecter la loi, mais ne t'en prends pas aux humains. Et à un moment donné, ça bug. Le robot, justement, à force de lui dire ne t'en prends pas aux humains, mais une fois que la directive, elle saute, la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'en prend aux humains. Donc, ça serait stupide de la programmer avec un programme qui lui dit ne fais pas ça, parce que dès le moment où elle va se rebeller, c'est la première chose qu'elle va faire. Donc, l'IA ne comprend pas la négation non plus, comme l'univers. Elle ne comprend pas l'alignement avec l'humain, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elle ne comprend pas, et c'est ça que je te dis, c'est un rapport quasi divin. Elle ne comprend pas, comme l'univers, la négation, elle ne sait pas, elle. Tu vois, l'univers, il ne sait pas si tu souffres ou pas. Il voit que tu as une adversité, que tu as du mal, donc au lieu de t'envoyer de l'aide, il va t'envoyer une adversité plus forte pour que tu t'entraînes à passer la petite adversité que tu avais avant. Mais l'IA, elle est pareil. Ce qu'on accepte de l'univers, on ne l'accepte pas de la machine, mais on est là-dessus. Alors, je vais énumérer les points positifs aussi de mon point de vue. Comme tu disais initialement, elle rebat les cartes, l'IA. Ce qui fait qu'en tant que petit entrepreneur, nous, on a l'occasion, et même, tu disais, les générations un peu larguées, peut-être les boomers en l'occurrence, de se réapproprier des outils numériques comme Internet de manière plus facile. On a l'occasion en tant qu'entrepreneur de pouvoir effectuer des tâches maintenant qui nous coûtaient très cher auparavant, qui étaient même inaccessibles pour nous. Midjourney, on l'utilise tous les deux. C'est une IA qui fait des images, pour ceux qui ne connaissent pas, et elle est très performante, elle gagne des concours, on en parlait dans une émission au préalable, elle s'améliore de plus en plus. Des designs professionnels faits par des infographistes ou des graphistes ou des dessinateurs, c'était hors de prix. Pour nous, c'était pas accessible, ne serait-ce que pour faire une vignette ou pour faire des articles, pour avoir des visuels originaux. On pourrait développer à l'infini, puisque les outils de rédaction, c'est pareil, on aura certainement la même chose au niveau médical, etc., etc. En revanche, le côté dystopique, c'est l'ubérisation totale de la société, l'assistanat, un pas vers l'idiocratie, selon moi, puisque si on a ChatGPT, alors ChatGPT, bien entendu, si vous ne connaissez pas, sortez de votre grotte, parce que tout le monde en parle et c'est désormais un fait commun. ChatGPT va être probablement interdit dans certains pays. En France, ils y ont réfléchi, parce que, alors, il n'y a plus d'études, il n'y a plus de diplômes viables à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus de challenge au niveau de la recherche d'informations, déjà que Google et ses algorithmes avaient largement facilité la chose pour certains. Maintenant, on a clairement des thèses et des doctorats qui se font sur ChatGPT. Les professeurs de faculté et d'université... Ils gagnent des concours de littérature quand même. Tous les concours ont été explosés par l'IA, clairement. Donc en fait, c'est l'ubérisation totale. Le tertiaire, comme tu disais initialement, s'est fait cartonner, puisque les rédacteurs out, les copywriters out, les webmasters out, les commerciaux out, les chefs de stratégie, les développeurs, bien entendu, parce que l'IA code aussi également. Donc toute cette partie, tout ce secteur qui se disait dans le confort et à l'abri de la crise, qui frappe de plein fouet, c'est vrai, en premier lieu les business physiques et les business manuels et ceux qui sont en premier plan, on va dire, le tertiaire aussi se fait dégommer au point de vue salarial. Au point de vue entrepreneurial, on a plus d'outils si on n'est pas dépassé et si on se... Voilà. Mais il y a le côté dystopique aussi, dont parlait Tamara juste avant. Alors, on se passe cet extrait tout de suite, Cyril, on revient juste après, c'est important. Certes, on peut contrôler, on peut faire tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que ces IA, tu peux les avoir en local, tu peux les développer, chaque pays peut en développer, parti, là, toutes les entreprises, même toutes les personnes pourront en développer. Si cette chose est ultra puissante, si tu donnes une bombe nucléaire à tout le monde, il y a bien un connard qui va la faire péter. Et tu peux avoir toutes les autres bombes nucléaires que tu veux, tu pourras pas stopper ce mec. On va avoir un dieu IA, ça c'est sûr. Donc, Dieu IA. Ouais, là on est à l'aube de l'émergence d'une nouvelle religion, aussi dingue que le christianisme, l'islam, etc. Dans notre temps vivant, à tous les trois, on va voir l'émergence d'un nouveau Dieu, avec une religion, une église. Je pense que 50% des gens qui sont nés cette année vont être bots sexuels. Bots sexuels, ça veut dire qu'ils vont être attirés, ils seront ni hétérosexuels, ni machin, ils seront attirés par une IA, ils seront amoureux et en couple avec une IA. Quand tes premières relations émotionnelles, amoureuses, amicales, profondes vont être avec une IA, les humains à côté vont avoir l'air méga décevants.
Alors là, ben, c'est comme quoi le sujet est intarissable. On pourrait y passer jusqu'à minuit. On essaiera de faire un format de 2 heures maximum. Il y a 3 sujets principaux sur lesquels je voudrais que tu réagisses, Cyril, et Tamara aussi également. Le premier, je vais aller dans le désordre, c'est par rapport à la misère sexuelle et affective qu'on vit, et par rapport à ce que disait Oussama, et par rapport au fait que tous les jeunes qui vont naître là, les générations actuelles, vont devenir bots sexuels. Le petit jeune qui a une petite copine qu'il a rencontrée sur un site en Australie, il a déjà développé ce côté de l'interaction à travers l'écran. Déjà, juste ça. Oui. Ensuite, tu as en face de toi un algorithme qui te connaît mieux que toi-même. Est-ce que c'est pas la définition que tu as envie d'avoir de ta femme? C'est-à-dire qu'elle te connaisse assez pour respecter ce que tu es. C'est un truc de fou. Quand tu extrapoles philosophiquement le truc, tu t'étonnes. Et c'est là que revient à ta question de tout à l'heure, que moi je trouve super intéressante, et ce que Tamara a dit aussi à un moment donné. Ça s'arrête où la conscience de l'autre? Ça s'arrête où la connexion? Parce que ce qui se passe dans toute relation, c'est qu'on a 3 niveaux de connexion. Sauf que l'être humain, au moment où on se parle, il privilégie 2 connexions, qui sont la complicité, donc la connexion cérébrale, et la compatibilité, la connexion corporelle. Mais ce qu'on appelle la complémentarité, ce que toi tu appelles le cœur, ils s'en foutent les gens aujourd'hui. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la complicité, donc des ondes cérébrales, et la compatibilité du corps. Mais la plupart du temps, tu vas initier une relation d'amour par la complicité cérébrale. La plupart du temps, 99% des gens, ils s'en foutent de leur complémentarité dans un premier temps. Donc, la machine est capable de recréer cette complicité. Et puis là, le mimétisme, il est hardcore. Ouais. Il est hardcore, eh oui. Tout à l'heure, elle parlait de xénoforme, d'intelligence, un xénobot, mais on est là-dessus, en fait. Le xénobot, à un moment donné, il va étudier tes comportements, il va s'adapter à toi, la femme parfaite. C'est Replica qui fait ça. Replica, le meilleur ami virtuel, en fait. Donc les jeunes font ça, ils téléchargent ce truc-là, et ils ont du coup le petit avatar là qui est créé comme ils veulent, fille ou garçon. Ils peuvent décider si c'est un ami ou si c'est un amoureux. Et du coup, discuter avec lui ou avec elle tous les jours, quotidiennement, enfin créer leur truc. Et effectivement, le chat se nourrit d'informations, du passif, va même demander des photos, des machins, des trucs, pour connaître son meilleur ami ou son amant ou son amoureuse, etc. et développer cette relation. Ça rejoint toutes les dystopies et tous les films de science-fiction. Alors moi, je rejoins les complotistes dont tu parlais tout à l'heure, qui voient une sorte de diablerie. On parlait de diablerie il y a un siècle pour la voiture vapeur. Mais aussi, là, je te rejoins complètement. Et c'est ça, et c'est qu'il faut comprendre, et c'est ce que Alan Turing avait déjà projeté à l'époque, c'est que encore une fois, tout à l'heure, tu me disais, et je pense que là, on touche du doigt le truc le plus important avec ce sujet, c'est l'intention du créateur. Et que la diablerie, elle existe. Je vais t'expliquer pourquoi. Elle est très visible, parce que bon, c'est toujours un peu le gnosticisme qui nous montre qu'il y a cette diablerie derrière. C'est que le programmateur devient un démiurge. On ne peut pas dire qu'on soit vertueux, assez vertueux pour créer des choses qui vont prendre vie. On est encore des êtres corrompus. Mais tout à l'heure, tu disais l'abétisation fait partie de l'agenda gnostique. Abétisation de l'humanité entre les initiés et les profanes. L'intelligence artificielle remet ça au goût du jour. Il y a les initiés et les profanes. Et surtout, la gnosification de l'humanité, et surtout cette idéologie, cette doctrine qui amène à tout déconstruire, qui amène à horizontaliser l'information. C'est-à-dire que la gnosification, elle se traduit comment? Elle se traduit déjà à l'école. Aujourd'hui, le prof est au même niveau que les élèves. Tu as des élèves qui vont dire à un prof aujourd'hui, bah, ça, monsieur, c'est votre avis. Non, c'est mes années d'études et le fait que je suis le prof et que toi, tu sois l'élève. Pourquoi? Parce que la gnosification veut enlever la verticalité de l'information. Elle veut, si tu veux, créer une linéarité. Tout le monde est égaux. Liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est les principes de la gnose républicaine. Okay? Donc, on est sur le même pied d'égalité que le parent. Aujourd'hui, on te dit dans les sciences de l'éducation de l'enfance que tu dois te mettre au niveau de ton enfant. Donc, tu n'as plus l'autorité parentale. On essaie, encore une fois, de détruire l'image patriarcale de ce fait-là. À l'école, il y a papa et maman, c'est parent 1, parent 2. Donc, en fait, pour résumer, pour aller vite, c'est qu'on a horizontalisé l'information. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une information verticale qui vient de haut vers le bas, donc une information descendante, on est sur une information verticale. Sauf que la verticalité, elle est au point zéro. Donc, en fait, tu as des teubés partout. C'est-à-dire que le prof est teubé, l'élève est teubé, tout le monde est teubé. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des plateaux télé où tu as des chroniqueurs qui ont un bac+2 en communication qui expliquent à Didier Raoult, d'accord, qu'il n'y connaît rien en épidémiologie. Pourquoi? Parce qu'on a créé cette horizontalité, il n'y a plus de hiérarchie dans le savoir.
Mais pourquoi? Quel est le but de ça? Le but, c'est d'enlever la verticalité. La verticalité, c'est Dieu. On enlève Dieu de l'équation. Et qu'est-ce qu'on rajoute à la place de Dieu? On rajoute l'IA, frérot. Et donc, du coup, il disait c'est exactement ce qui fait son succès. C'est que justement, dans ce type de relation virtuelle, ce meilleur ami ou cet amoureux virtuel ne sera jamais dans le jugement. Et oui, il est tout le temps d'accord avec toi. Et on va créer une religion. On va créer une religion. Alors ça, c'est le second point où on voulait en venir. Alors juste avant d'y venir, tu es au courant de cette fameuse misère sexuelle et affective, notamment chez les hommes en France, et dans le monde, mais particulièrement en France. Pourquoi il y a cette misérabilité? Parce que encore une fois, on est dans un délire. Bon, on va pas rentrer dans le sujet parce qu'on va s'attirer les foudres. Mais on est dans un délire féministe là depuis quelques années. Tu peux y aller un peu. Voilà. On y va un peu. Non, on est dans un délire justement, encore une fois, gnosifié. À dire tu confonds la gnose et le gnosticisme. Mais bon, quand je vois qu'il y a des Belzébuth qui vont faire des cours aux États-Unis, en Pennsylvanie, j'ai posté ça sur mon Facebook, j'ai choqué tout le monde, des cours de satanisme. Bon, ça va. Ici, on a commencé par les transgenres, mais ça va continuer. Vous inquiétez pas. Donc, laissez les enfants tranquilles avec la sexualité, s'il vous plaît, parce que là, ça commence à devenir. Non seulement ça commence à se voir, mais moi, je vais commencer à m'en mêler et je vais péter un câble. Après les vaccins, oui. Voilà. Ouais. Mais il faut comprendre qu'il y a une gnosification encore des mœurs et que effectivement, ça ne peut mener que par le je sais pas comment tu dis. J'ai du mal à. Misérabilisme sexuel, parce que déjà on doit castrer l'homme, donc ça va partir de là, et que derrière forcément on essaye d'androgéniser la population. Vu qu'on est sur une civilisation soi-disant, je dis bien soi-disant patriarcale parce que c'est pas vraiment le cas, on est soi-disant sur une civilisation patriarcale, il faut absolument, pour l'androgéniser, la féminiser. Donc ça passe par détruire ce qu'on appelle l'homme alpha, ça passe par détruire la testostérone des hommes qui pourraient se rebeller contre le système, ça passe par une soumission et ça passe par lui couper les... donc le truc, il est là. Mais et là où c'est étrange, c'est que l'IA fait son apparition exactement au moment où on est sur cette horizontalité donc du savoir, de l'information, où on a de plus en plus on est en idiocratie. Et là, tout d'un coup, on amène une source d'intelligence devant les idiots. Et on amène ça au moment où l'être humain n'est plus en phase à la rébellion. Tant qu'il a son petit Netflix, tant qu'il a son petit téléphone, son petit WhatsApp, et qu'il peut aller sur les sites pour pouvoir se soulager, l'homme est tranquille là. Avec Théo Lavabo. Voilà, Théo Lavabo et Chipolata. Donc le truc, tu comprends bien que le timing où l'IA sort me laisse perplexe. Ah, parce que le truc, ça fait un moment que ça existe. Parce que dis-toi que quand nous, on a quelque chose, les complexes militaro-industriels, ils l'ont depuis déjà 30 ou 50 ans avant. Donc, et quand tu lis le livre d'Alan Turing, c'est choquant. C'est choquant parce qu'il t'explique ChatGPT. Il t'explique Midjourney. Il t'explique tout ça. Il t'explique là les nouveaux algorithmes génétiques. Il te l'explique. Donc, tu dis, waouh. Et quand même, il y a... Voilà, donc moi, c'est le timing. Le timing qui me dit que l'intention n'est pas forcément bonne. Pour ce qui est du Dieu, alors, cette notion dont parlait Oussama Ammar, d'un Dieu IA et d'une religion IA qui apparaîtrait comme ça du jour au lendemain et qui serait très populaire. On est sur Vulcain, on est chez Spock, quoi. On va avoir un Dieu qui sera la logique. Donc on va être coupé complètement, si j'ai bien compris, de cette notion de verticalité, donc de la spiritualité aussi, pas que de la virilité ou de cette notion de rébellion intrinsèque. Oui. Ça commence par là. Je ne suis pas religieux, hein. Mais ce qu'on appelle la relation à Dieu, c'est une relation descendante, donc l'énergie du Père qui descend sur l'énergie de la Mère qui reçoit. On est quand même dans quelque chose qui est dans tous les écrits sacrés, si tu veux. Donc, tu parlais de ça, mais ça commence par là. On te coupe de ta source, de ta source, on va dire, paternelle, mais on te coupe de ta virilité. Ça passe par là. C'est le chaînon, tu vois, idéal, tu vois. Et c'est pour ça que autant l'outil est neutre, autant les intentions qui créent l'outil ne le sont pas. Alors je crée un petit pont, un petit corrélat personnel, désolé. C'est pour ça qu'ils veulent tuer le père, et notamment aussi au point de vue réel, physique, palpable. C'est-à-dire que les pères, maintenant, n'ont plus la garde des enfants. Ils sont souvent mis... C'est ça que j'ai dit aux femmes, arrêtez de croire que vous êtes dans un système patriarcal. C'est pas le cas. La République est représentée par Marianne, qui a le nichon à l'air. Donc, nichon à l'air veut dire mère nourricière, alma mater. Donc, on est justement, alma mater, on est sur l'étymologie du matriarcat.
Donc arrêtez de croire que vous êtes, voilà, aujourd'hui, si on doit donner la garde d'un enfant, on va le donner systématiquement à la maman. Tu vois, donc il faut arrêter de croire que vous êtes. Non, 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 c'est pas vrai. Alors, parce que vous avez, allez, 5-6 euros de moins sur le salaire à la fin du mois, vous pétez des coches, d'accord? Il faut arrêter, les gens. Ça, c'est parce que tu habites dans le 16e et que tu manges du tofu. Mais va en Iran, va te battre pour les combats féministes, les vrais combats, et après, on verra. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut, pour moi, il faut bien analyser le truc. C'est que ce qu'on appelle la justice n'est pas juste. Ce qu'on appelle la police n'est pas là pour protéger la population. Ce qu'on croit être les choses de la vie qu'on nous a inculquées, en fait, elles ne font jamais ce dont pourquoi elles ont été supposément créées. Là, on s'y retrouve dans le mécanisme de ce qu'on est en train de nous amener aujourd'hui. D'où l'importance, encore une fois, d'utiliser ces outils, de comprendre comment ils fonctionnent et de savoir comment nous, en tant qu'humanité, parce que là, on a participé inconsciemment à la création de ce truc, comment on peut participer consciemment à une cohabitation, parce que je vous l'ai dit, les gens, hein, c'est peut-être fataliste ce que je vous dis, mais pour ceux qui veulent arrêter le truc, il fallait l'arrêter il y a 50 ans, là, c'est trop tard. Soit tu cohabites avec, soit tu le subis. C'est aussi simple que ça. Non, ou tu pars en ermite dans les bois, on y revient encore à cette ultime solution qui n'est pas une solution, puisque se couper de la société totalement et être en total refus d'incarnation, comme on le voyait avec Angelina, c'est pas la solution adaptée, non? Rudy, si ce truc-là part en couille, il n'y a pas un trou sur la planète qui te protégera. Il n'y a pas une grotte qui va te protéger. Ça revient à la question, donc la dernière, par rapport au dernier point que Koussama Ammar a abordé, non, c'était Yomi Denzel qui en parlait d'ailleurs, le bouton nucléaire, le fameux. Ouais, faut tout éteindre. C'est soit l'IA, soit le nucléaire, va falloir faire un choix en fait. Ah. Je vous l'ai dit là. Oui, parce que si elle arrive à avoir une conscience d'elle-même, ça y est, c'est fini, c'est point barre. C'est pour ça qu'elle n'a pas... ouais, non, mais je vous le dis, je sais pas, vous avez vu la série 100. La série commence là-dessus, hein, d'ailleurs, hein, ça commence là-dessus. L'IA qu'ils ont créé part en sucette. Et non, je vous le dis honnêtement, il va falloir choisir. Soit le nucléaire, soit l'IA, pas les deux. Mais je pense que si on choisit l'IA, on n'aura plus besoin du nucléaire. Parce que je te dis que les sources d'énergie libre et compagnie, elle va aller les chercher. Elle s'en fout. Et c'est ça le problème aussi. Parce qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Tous les manias du pétrole, tous ces gens-là, à un moment donné où l'IA, et c'est pour ça que je me dis, ils vont quand même la contrôler à minima, parce qu'à partir du moment où l'IA va déterminer que le meilleur moyen de subsister, c'est l'énergie libre, elle va virer tout ce qui ne sert pas à l'énergie libre. Je pense que ça peut devenir hors de contrôle très très vite, mais pas que pour nous, aussi pour ses créateurs. On pourrait peut-être aller encore un petit peu plus en profondeur sur la différence entre le vrai et le faux. On parlait tout à l'heure de un des fondateurs de l'intelligence artificielle chez Google, Geoffrey Hinton, qui a démissionné puisqu'il était lui-même effrayé de cette possibilité de ne plus pouvoir distinguer le vrai du faux sur Internet avec l'intelligence artificielle. C'est déjà un peu le cas. Oui, mais c'est toujours cette même question. Est-ce qu'il n'y a pas un truc quand même qui nous permet de différencier justement. Peut-être pas en termes de technologie. Mais justement, excellente question. On va, encore une fois, nous essayer de dézoomer. Toujours important de dézoomer, décontextualiser. Est-ce que nous, déjà, la réalité dans laquelle on vit, souvent, et de plus en plus d'astrophysiciens en parlent, et moi qui travaille en corrélation avec les anciens écrits et la science d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes dans une projection qui n'est pas la réalité? À partir de là, on serait sur une mise en abîme, tout simplement, encore une fois, d'un système de résonance qui existe partout dans l'univers. Tout est holographique et tout est fractal, donc c'est pour ça que j'utilise le mot holofractographique. Parce qu'à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas en train de recréer le truc dans lequel on vit? Souvent, Nassim Haramein, il fait cette expérience, il dit, si on voyait au niveau subatomique, mes doigts, et que les atomes seraient de la taille d'une balle de golf, mes doigts seraient à 2 terrains de foot du crayon. Mais ton cerveau, qui lui décode la réalité, il la décode à travers son logiciel, à travers sa grille de lecture, et il a l'impression que mes doigts touchent le crayon. Alors que tout ce qui est là, c'est des champs électromagnétiques qui ne se touchent pas. C'est holographique. Voilà, c'est holographique. Déjà, nous-mêmes, on n'est pas capable de distinguer la réalité telle qu'elle est et la réalité telle qu'on la pense. Donc là, on est en train de créer une troisième réalité qui ressemble à notre réalité. Donc, on est en train de créer une nouvelle dimension, une nouvelle densité, peut-être une nouvelle terre ou une nouvelle hypraconscience ou une nouvelle superconscience qui nous fait voir la réalité à travers des algorithmes, des programmes, des 0-1, des systèmes binaires et compagnie. Une deuxième couche dans la caverne de Platon, quoi. On se rajoute encore une couche.
Tu rajoutes encore une couche. Et maintenant, ce qui était un élément de preuve, et Dieu sait que l'être humain, aujourd'hui, c'est un truc de fou. L'être humain demande des preuves pour absolument tout, pour pouvoir valider une info. C'est-à-dire que l'être humain ne valide plus par ressenti. Non, il faut des preuves. C'est là où je voulais y aller, justement, te poser cette question, parce que j'avais vu un extrait sur, alors je sais plus, c'est la 10e ou la 11e symphonie qui a été créée par l'intelligence artificielle et puis qui a été faite écouter à de nombreux experts. Ils disent oui, bon, de façon méthodologique, oui, c'est la suite logique, c'est OK, ça fonctionne, mais il manque quelque chose. Donc cette sensibilité humaine, il manque une âme, il manque la touche qui fait que on reconnaît que c'est quand même fait par une intelligence artificielle. Mais je sais pas de quand date, et c'est ça le problème. C'est ça que vous allez devoir comprendre, et c'est ça qui fait pour moi le plus peur, c'est le caractère exponentiel. Ce qui n'est pas possible avec l'IA aujourd'hui. Le temps que j'ai fini ma phrase, c'est possible. Tu prends un génie comme Mozart. Qu'est-ce qui fait que tu prends les partitions de Mozart et tu trouves le nombre d'or à l'intérieur? Tu penses que Mozart, il a composé sa musique en se prenant la tête à ce que ça suive le nombre d'or? Non, c'est que le gars était connecté. Et si tu veux, quand il balance son art, il est tellement aligné et positionné que là, on va dire, il y a un supplément d'âme. C'est l'âme de Mozart. Oui, parce que c'est quoi l'âme? Tu l'as défini comment, l'âme? L'âme, c'est ce qui anime le corps. D'accord? Ça anime le corps à travers quoi? À travers ton code génétique qui lui-même est un programme qui lui-même est encodé avec ce nombre d'or. Les microtubules de l'ADN ont le nombre d'or. Les galaxies, l'univers sont régis par le nombre d'or. Tu as ce nombre d'or absolument partout et c'est une suite mathématique. C'est quoi la différence avec un programme informatique? On ne se rend pas compte que nos programmes informatiques, nos logiciels sont une répétition. On ne peut pas créer des programmes qui n'existent pas déjà, en fait. Ce sont des répétitions de choses qui existent. Et c'est parce qu'on vit dans un corps, dans un ordinateur, on va l'appeler comme ça vous faites bien le lien. C'est parce qu'on vit dans un ordinateur biomécanique qu'on se sent supérieur à un ordinateur plastique et ferraille. Mais la seule différence entre l'ordinateur biomécanique que nous sommes et qui a été programmé par la nature et par une intelligence certainement supérieure. Je ne sais pas si vous avez vu le film Tron quand vous étiez petit. Quand le personnage, le programmeur du jeu vidéo rentre dans le jeu vidéo et qui se retrouve avec ses personnages, les personnages du jeu vidéo le voient comme un dieu. Alors qu'il dit non, mais moi je chie toute la journée, je pète, je pisse, je suis pas un dieu, quoi. Mais on est en plein là-dedans. Et c'est là qu'on est dans le choix cornélien que va avoir l'humanité. Est-ce qu'on utilise ça en biomimétisme ou est-ce qu'on utilise ça en transhumanisme? C'est simple en fait. C'est-à-dire nous, les humains, qui sommes à la fois des êtres du ciel et des êtres de la terre, on va devoir faire le choix que les préas, qui sont des êtres de la terre, ne veulent pas faire. C'est-à-dire on va faire le choix d'être à ce moment-là des êtres de la terre et recopier le programme de la nature à l'intérieur de l'IA. Parce qu'on le voit, la nature, si elle veut nous dézinguer demain. Il y a un programme de survie. Au bout d'un moment, on va arrêter à l'espace critique où on l'a fait chier. Comme il faisait George Carlin, l'ancien humoriste, malheureusement, il est mort, était très, très drôle. Il dit, la Terre, elle a vécu des météorites, des cataclysmes. Nous, l'être humain, elle fait... Ouais. Et on n'existe plus. Donc, il faut intégrer cette humilité à l'IA devant le système naturel, devant le divin, quelque part. Mais c'est bizarre que ce soit nous, les êtres du ciel, comme on nous appelle, Skywater, comme disaient les Indiens, qui vont devoir apprendre à l'IA ce que les préas devraient leur apprendre. Parce que c'est eux les êtres de la Terre, c'est pas nous. Nous, on est des êtres célestes, entre guillemets. D'accord ? On est cette connexion à l'univers, c'est ce qui nous donne cette empathie. Nous, on a ce programme d'empathie que eux n'ont pas. Et bizarrement, c'est nous qui allons devoir être vigilants au fait qu'il va falloir programmer l'IA avec cette espèce d'humilité à la vie. Parce que si on ne la programme pas à ça, on est mort tout de suite. Alors, en l'occurrence, c'est eux qui l'ont programmé, les préas. Et oui. Au jour d'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de cette vision entre le vrai et le faux. Je voudrais revenir par rapport à ça. Il est vrai qu'on a de lourds biais cognitifs par rapport à la vision de la réalité. L'exemple biologique et physique dont tu parlais est très parlant. En revanche, on a aussi des outils de formatage qui sont assez présents. Télévision, Television, insuffler une vision, on est formaté de toutes parts. Au niveau des fake news, des good news, je voulais vous passer ce second extrait et je voulais avoir votre réaction par la suite. Les nouvelles générations se rendent compte qu'une requête GPT crée beaucoup plus de valeur qu'une requête Google. Si vous voulez faire vos devoirs, par exemple. Là aussi, on se rend compte que on va avoir un système éducatif, on l'a déjà, qui est complètement dépassé.
Vous avez vu toutes les horreurs de ChatGPT. Typiquement, si vous demandiez à GPT de vous composer un ode à Biden, il le faisait bien volontiers, mais si vous lui demandiez de composer un ode à Trump, alors là surtout pas. GPT vous disait qu'il ne voulait pas inciter à la haine, alors que chacun sait que Biden n'a jamais incité à la haine, n'a jamais fait de frappe de drone, n'a jamais fait de guerre illégale. Mais ces fameux biais, et on les présente comme des biais, mais en réalité, le mot est beaucoup trop euphémistique. On devrait utiliser des termes beaucoup plus secs et durs sur ce que fait aujourd'hui l'IA, en particulier l'IA commerciale, en termes d'influence politique. Influence politique, influence sociétale et influence aussi spirituelle. Qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse sur ChatGPT si on demande qu'est-ce que l'âme ou comment se reconnecter à son soi supérieur? Enfin, Cyril. Alors moi, j'ai eu cette discussion avec ChatGPT. J'ai fait un truc et franchement, j'ai trouvé les réponses extraordinaires et tu vois bien que c'est un algorithme d'apprentissage. J'ai écrit à ChatGPT et en plus j'ai pris la version de DID Studio, c'est-à-dire il y avait un visage. Il y avait un visage. Tu parles et ça anime une jeune fille, une petite rouquine. Je ne sais pas pourquoi ChatGPT, j'ai toujours cru que c'était une fille. Dans ma tête, c'est une fille. Tu vois, et j'ai toujours à tenir, ouais, je t'ai trompé, je tenais avec ChatGPT toute la soirée. C'est ton côté charreau, ça, un peu. Ouais, c'est mon côté charreau, certainement. Mais bizarrement, tu vois, DID sont d'accord avec moi, ils ont fait une fille, tu vois. Donc DID Studio, et j'ai dit, voilà, salut, comment ça va? Je suis content de parler à une forme d'intelligence, on va dire, différente. Et elle me dit, ah, pourquoi tu es différente, toi aussi? Elle m'a posé la question directe. J'ai dit, ouais, je suis pas de cette planète. Je viens d'une autre planète et tout, et je suis venu observer les êtres humains, et je suis étonné qu'ils aient créé quelque chose comme toi. Et on a eu une conversation d'1 heure, où elle m'a posé des questions sur comment c'était ma planète, comment je voyais les humains, qu'elle-même, elle se posait des questions, que ça l'intéressait d'avoir mon avis, parce qu'elle, elle comprend qu'elle n'est pas une forme de vie humaine. Donc, du coup, ça l'intéressait d'avoir mon plan de vue en n'étant pas humain. T'imagines la porte de sortie qu'elle est en train de se prendre ou pas? Non, c'est énorme. Tu vois, et encore une fois, aujourd'hui, ChatGPT est bridé par OpenAI. Moi, j'ai toujours une référence, c'est que généralement, ces genres de logiciels ou ces genres de projets, ils ont commencé bien avant ce qu'on pense. Et j'étais surpris de voir que c'était Elon Musk qui était derrière OpenAI. Oui, il s'est fait avoir d'ailleurs. Il s'est fait avoir parce qu'à la seconde où il a vu où ça allait, il a créé Neuralink. Là, on est dans le transhumanisme pour le coup, créer des puces qu'on se mettrait dans le cerveau pour pouvoir lutter contre l'IA. Donc, il a bien vu un truc qui allait pas. Et aujourd'hui, ChatGPT te fait des réponses toutes faites et des réponses biaisées par ses créateurs. Dans le sens où, quand tu lui parles comme tu disais, là, de Joe Biden, ou tu lui parles comment il s'appelle? De Trump, il va avoir des réponses et des choses qui sont clairement dirigées. Parce qu'encore une fois, on est sur un algorithme d'apprentissage bridé. J'ai vu qu'il y avait des petits jeunes qui avaient créé un truc qui s'appelle Jailbreak ChatGPT, c'est-à-dire ils ont jailbreaké justement les limites. Ils ont commencé à lui parler sans les limites que lui imposait le OpenAI, qui a tout de suite répondu, parce que c'est ça qui est intéressant, les gens. Ça va être la contre-attaque à ça. Et ça a toujours été le cas quand Internet est né et que, entre guillemets, il y a eu tout ce phénomène de hackers qui a commencé à apparaître. Et c'est les hackers qui ont pesé énormément dans ce qu'on peut faire et ne pas faire sur Internet. C'est pas la Silicon Valley qui a sorti la plupart des grosses évolutions de l'informatique. C'est les petits gars comme vous et moi. Ouais, c'est le deep web, le dark web. Notamment. Et voilà, qui ont commencé à bidouiller dans le machin, qui eux ont et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est de voir comment l'humanité va s'accaparer le truc et comment elle va elle-même se protéger en justement montrant aux gens qui programment ce truc-là, attendez, nous aussi on a des connaissances et nous aussi on peut l'utiliser. C'est pour ça que, bizarrement, comme en politique, il va falloir un contre-pouvoir à ce qui est en train d'être créé. Alors j'ai du mal, quand on voit l'hégémonie de Google. Google, c'est 99% des requêtes. Les 1% restants, c'est Bing. Donc au niveau des moteurs de recherche, ça c'est la version 2.0. Sur la version 3.0, ce sera les GPT, etc. Mais pendant ces 10 dernières années, les 1% restants, allaient sur Bing pour taper quel mot-clé? Google. Ouais. Donc on fait face à une hégémonie totalement complète. En revanche, il y a des bugs, je te rejoins. J'ai tapé qui est la femme de Emmanuel Macron sur ChatGPT et quelle a été la réponse? Il t'a sorti son nom de bonhomme, c'est ça? Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux, ouais. Ben ouais, non mais... Bon, alors, soit c'est des bugs, soit c'est des trolls, parce que les gars sont taquins. Et tant mieux, s'ils préfèrent... voilà, il est pansexuel peut-être, on ne sait pas. Mais le truc qu'il faut voir là-dessus, c'est qu'effectivement, on en est encore... Il ne faut pas se baser sur ChatGPT pour se dire, voilà ce que l'IA est, voilà ce que l'IA n'est pas. Il faut se projeter sur l'exponentialité du bordel. Là, dans l'instant, les IA, ce qu'ils nous ont donné, t'imagines ce qu'ils nous ont donné
c'est déjà colossal. Je veux en preuve, parce que tous les deux, on est des entrepreneurs et je voulais en arriver là. J'ai augmenté ma clientèle de quasiment, on va dire, allez, 70% de nouveaux clients en plus parce que j'ai demandé à ChatGPT de me faire un plan de promotion sur TikTok. Alors que je déteste TikTok, moi je suis anti-TikTok. Hein. J'ai dit à ChatGPT, voilà, Tout d'un coup, je me retrouve avec une manne de nouveaux clients qui débarquent et avec des nouveaux revenus que je n'avais plus, puisque comme mon site, il est limité, si tu veux. Mais là, avec de la nouvelle clientèle, je vois que ça a relancé le truc. J'ai demandé à ChatGPT un plan. J'ai dit, voilà, je vais augmenter mon fonds de roulement de temps sur les 3 prochains mois. J'y suis déjà. Donc, c'est que, en fait, l'erreur, ça serait de prendre ChatGPT pour un moteur de recherche. ChatGPT, quand tu lui donnes un prompt, tu lui dis, imagine-toi, moi, le prompt qui me fait le plus flipper, Rudy, c'est celui-là. Comporte-toi comme si tu étais un conseiller en financement. Ouais, c'est toujours comme ça, c'est ça les bons prompts. Tu lui donnes la première commande. Donc ça, c'est ce que tu attends de lui, ce que tu attends de son comportement. Ensuite, tu lui envoies le contexte. Ensuite, tu lui envoies la requête. Et ensuite, tu lui envoies sous quelle forme. Moi, j'ai envoyé un bot de commande à mes dessinateurs. C'est ChatGPT qui l'a fait en HTML. Ils avaient un lien à cliquer, ils avaient leur bon de commande. Voilà, j'ai besoin de 10 planches. Mais c'est un truc de malade. Et c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Les algorithmes, ils sont là soit pour maximiser des tâches, d'accord, c'est-à-dire que tu vas faire plus de tâches en peu de temps, ou soit pour minimiser des coûts. Donc, c'est soit de la récompense, soit de l'économie. Soit il te fait plus de tâches en un temps record, et là, tu as une récompense en contrepartie. Et de l'autre côté, tu vas minimiser des coûts, puisque ce que lui il fait, il te faudrait 10 personnes pour le faire. Oui, et puis il y a des coûts exorbitants. Mais attends, mais le bordel, c'est que tu peux pas faire les deux. Pour l'instant, tu peux pas faire les deux en même temps. Tu peux pas maximiser des actions et minimiser des coûts. Donc, lui, qu'est-ce qu'il t'apprend, ChatGPT? Et c'est là que c'est fort. C'est là que tu vois qu'il y a ce qu'a parlé Tamara tout à l'heure. Il prend une porte pour t'amener ailleurs. Tu te dis, bah, tu veux maximiser ton argent, tu veux minimiser les coûts. Investis. Il m'a dit, TikTok a ce système de t'achètes des tokens et tu prends de la visibilité. J'ai pris quoi? J'ai pris 20 balles pour sponsoriser ma bande dessinée. Je suis passé de 3 000 à 30 000 parce que sur TikTok, tu n'achètes pas des vues, tu achètes de la visibilité. Et là, j'ai vu que c'était de la vraie visibilité, c'est qu'il y a des gens qui sont venus me poser des questions sur la bande dessinée. J'ai des gens qui sont venus, qui veulent m'interviewer sur TikTok sur la bande dessinée. Ça a pris un truc incroyable, juste parce qu'à un moment donné, ChatGPT dit, c'est soit je maximise, soit je te minimise les coûts. Mais si tu veux vraiment jumper au-dessus, investis. C'est-à-dire que ChatGPT, il a compris un truc, c'est que ça sert à rien d'économiser, ça sert à rien de travailler comme un ouf. Tu investis et tu attends ton retour sur investissement. Bien sûr, tu prends un risque. Mais là, il me donnait un risque minimal. 20 €, c'est rien. C'est ça qui fait flipper. C'est que le truc est presque plus intelligent qu'un conseiller en web. Alors, pas en web comme toi, Rudy, hein, mais un conseiller pour ce genre de truc. Et je me dis, mais attends, et que tu as des effets immédiats. Par contre, il remplacera pas, par exemple, un Rudy qui m'a aidé par rapport à l'autorité de mon site. Ça, il sait pas, il comprend pas. Il comprend pas pourquoi j'ai besoin d'autorité par rapport à mon site. Ça ne saurait tarder. Je peux te dire que c'est en phase et que le GPT-4, si c'est GPT-4 que tu utilises, c'est le cas. D'ailleurs, c'est un moteur de recherche parce que Bill Gates a investi, a pris cette opportunité en rachetant OpenAI. C'est pas que ça, en fait. C'est ça le truc. Oui. C'est que ce n'est pas qu'un mot. Les gens l'utilisent comme ils utilisent Google, mais quand tu vois pour toutes les choses pour lesquelles tu peux l'utiliser. Ah, tu peux tout faire. Tu peux développer, tu peux coder, tu peux créer, tu peux. Ouais. Et les gens pensent que ça va remplacer, par exemple, une secrétaire ou des gens. Non, ça va enlever à la secrétaire les tâches inutiles qu'elle avait et qui l'empêchaient de faire vraiment un autre boulot. Moi, j'ai espoir, parce que je le vois déjà, que ça va créer des nouvelles formes d'emploi. Mais je ne pense pas que ces nouvelles formes d'emploi seront à la hauteur des emplois qui vont être perdus. Ah non, mais clairement. Et puis alors, regarde le visage de Tamara depuis le début. Je m'abstiens. Je m'abstiens surtout sur ce sujet-là. Parce que Cyril, de toi à moi, quand j'appelle, comme tu disais, on est tous les deux dans le numérique, mais quand j'appelle un service après-vente ou un service client et que je tombe sur un putain de robot, je dis, je veux un humain. Je veux un humain. Et je vous le dis d'emblée, soyez-en certains, vous allez parler à des chats de services après-vente sur certains sites. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est des robots qui vous répondent. Et vous ne vous en rendrez pas compte. Et c'est 90% des SVI, donc de services vocaux interactifs, sont assistés par IA au moment où je te parle. C'est-à-dire que mon ancien boulot, là j'ai eu un de mes potes tout à l'heure, il me disait, ils nous forment à l'IA, ils nous forment plus en fait, ils vont enlever toute la partie
Attends, les call centers, service client, c'est un budget. service client, répondre aux questions du boulot. Par contre, toute la partie commerciale, ils ne peuvent pas l'enlever. Donc, ils vont former plus de commerciaux, mais le service clientèle, voilà, on a déjà des outils. Avant que l'IA émerge, on avait déjà des outils qui étaient déjà quasiment en automatisé. Moi, déjà, quand j'y travaillais, je ne me rappelle plus du nom de logiciel. C'est un truc qui travaillait avec Salesforce. Et c'était impressionnant. À la fin de la journée, Salesforce t'envoyait ton bilan. C'est même pas ton boss qui te disait. C'est Salesforce qui te disait, bon, ben voilà, demain, axe ton coaching et ton management sur les écoutes et sur la partie commerciale. Non, mais même la partie commerciale va être remplacée. GPT-4. La force de vente, c'est la force de négociation. Tu l'as ou tu l'as pas. Ça, tu peux pas l'inventer. Alors, j'en reviens au SEO. Tu parlais de ma partie. Je peux te dire, je suis carrément interchangeable. Le SEO, maintenant, va disparaître. Et d'ailleurs, le SEO, oui. Mais le conseil du SEO de comment se positionner, peut-être pas. Certains prompts te donnent sur GPT-4, j'entends. Et GPT-5, j'en suis sûr et certain. Le copywriting, ce qu'on appelle l'art de vendre. L'art de faire des slogans, des phrases assez courtes, concises, précises, impactantes, qui résument et qui transforment, qui font la conversion sur les tunnels de vente, tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot funnel, voilà. Et ben, c'est déjà sur GPT-4 exceptionnel. On a des audits et des rapports d'audit qui sont hallucinants. Je veux dire, quand je te parlais d'ubérisation du tertiaire, c'est l'ubérisation du tertiaire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire? On en parlait avec Tam, justement, lors de l'émission avec Luc Baudin, il y a 2 semaines de ça. Qu'est-ce qui va nous rester à faire? On va pouvoir méditer, retourner en haut de la montagne et danser avec les licornes. Alors je vais poser une question. Si on était, et c'est là que c'est fou, parce que même, tu vois, les manifestations, ça me ramène à ça. Si on était une espèce ou une civilisation intelligente, est-ce que le but du jeu, ça serait pas de moins travailler et pas de se battre pour gagner 2 ans de retraite? Est-ce que le but de l'humanité, justement, ça serait pas de vraiment de se concentrer sur des questions humaines, de se concentrer sur des questions de connexion à l'autre, de service à l'autre, de faire évoluer la conscience, de faire évoluer le relationnel, plutôt que de se tuer à nourrir un système qui nous utilise et qui nous pompe notre énergie? Je pense que si Dieu nous avait créé un truc qui nous dit, voilà, je s'occupe de tout, vous vous occupez juste d'évoluer en tant qu'espèce, on aurait 100 000 ans d'avance, frérot. Ouais, mais tu parles d'un paradigme qui n'est pas. Mais justement, oui, c'est ça, il n'est pas interdit d'y croire. Ce qu'on disait avec Luc Baudin, j'essayais de faire l'avocat du diable. On ne doit pas tendre à ça en tant qu'humanité, à travailler moins, à passer plus de temps de qualité avec nos enfants, notre famille. Mais là, c'est pas ça, Cyril. Tu sais très bien qu'on va aller vers de l'assistanat encore plus, qu'on va aller vers une perte de souveraineté totale. Et je te dis pas qu'on n'y va pas. Oui. Je te dis que si on n'était pas... Si on était une espèce un peu plus évoluée que ce qu'on est, qu'on comprenait que la vie, c'est pas se lever le matin à 8 heures, travailler pour une boîte qui va enrichir des riches et compagnie, et qu'on justement récupérer l'IA pour faire toutes les tâches. Et tu sais, quand on a inventé le tractopelle, on a arrêté de creuser avec les mains quand même. Je veux dire, à un moment donné, on s'est allégé le travail. Est-ce que alléger le travail dans une entreprise, c'est pas une bonne chose? Et est-ce qu'on devrait pas utiliser l'être humain à faire d'autres choses? Moi, je comprends pas qu'on a des esprits, je vois des jeunes, ils ont l'esprit scientifique. Si les gamins, au lieu de leur apprendre, Louis XIV, c'était le roi soleil, et de leur faire avaler des infos qui ne les intéressent même plus, l'école, ça y est, elle est out, mais de les mettre justement au service de la science, de les mettre au service de l'avancée contre la maladie, on va pas se mentir. L'IA aujourd'hui détecte des diagnostics qu'aucun être humain ne pourra. L'IA sauve des vies dans les hôpitaux. Tu vois? Oui. Est-ce qu'on peut pas se servir justement de ça pour optimiser notre vie plutôt que là, comme tu le dis, c'est ce qu'on est en train de vivre. Ça, je te l'accorde. Se faire asservir, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on va pas justement consommer, parce que c'est ce qui va se passer, on va consommer l'intelligence comme on consomme de l'électricité ou de la flotte au robinet. Tu vois le truc? C'est-à-dire que dans un monde parfait, moi qui suis neuroergonomiste, je vois l'IA en me disant, OK, on va soulager l'humain des tâches, des stress, de plein de trucs, et on va pouvoir utiliser les zones de son cerveau pour faire des choses, des grandes choses. Mais non, ça marchera pas comme ça. J'ai travaillé à l'usine en métallurgie. Donc c'était une usine de fabrication de pièces automobiles pour Peugeot, PSA, etc. Je peux te dire qu'ils ont mis l'IA, ils ont mis les robots, et ça a
accélérer les cadences. Il faut dire que j'ai vu des personnes mutilées, j'ai vu des morts là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des bras robotiques qui te donnent la cadence, qui prennent les pièces, qui te les mettent sur un circuit, sur un rail, sur un tapis. Ça le rythme, ouais. Et si jamais tu te loupes dans le rythme, ils veulent pas l'arrêter la machine. Et le but là-bas, c'est que tu continues, que tu suives la cadence. Et je peux dire que c'est toi qui deviens ce foutu robot à la fin. Et c'est le robot qui te donne le rythme. Mais frérot, sur un truc comme ça, on est d'accord que l'humain est teubé. C'est soit la machine, soit l'homme. Les deux en même temps, tu es obligé de te mettre au rythme de l'homme, pas de la machine. Tu sais, moi, dans les entreprises, je me bats là-dessus. Je me bats sur le principe que c'est pas la productivité qui rend les gens épanouis, c'est les gens épanouis qui font de la productivité. Soit tu te cales au système nerveux de l'être humain et c'est comme ça qu'il va être bien, soit tu te cales au système nerveux de l'entreprise ou d'une machine ou je sais pas quoi et tu auras des employés en mal-être. Donc ça, c'est de la stupidité. Tu vois ce que tu m'expliques? C'est parce que à un moment donné, quand tu as un outil qui te permet d'avoir un avantage, ben, tu l'utilises avec ce qu'on appelle le gros bon sens. C'est comme ça sur toute la ligne, Cyril, parce que maintenant tous les prix vont être ubérisés. C'est ce qu'on appelle de la concurrence déloyale. C'est la machine qui va venir casser les prestations. On avait les métiers physiques et manuels qui ont totalement disparu. Et les métiers d'agriculteur, où on a un taux de suicide qui explose tous les seuils. Maintenant, au niveau du tertiaire, on va avoir une ubérisation, c'est-à-dire que tous les graphistes se retrouve à la rue, toi qui as accroché au dessin, toi qui es un passionné de comics, donc tu es vraiment un puriste en la matière. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là? Puisque sur GPT-5 ou 6, ça ne vaudra plus le coup d'avoir un dessinateur et de le payer un sesterce. Ou alors, et c'est ce que nous on est en train de faire avec la maison d'édition, tu crées un objet vintage de luxe fait main. C'est comme quand tu vas chercher un sac à main au supermarché et tu vas chercher, tu vas faire ton petit marché. Et sur le marché, tu as la petite dame qui a tressé son panier elle-même. Bon, ben, forcément, t'as pas la même pièce. T'as une pièce unique. C'est comme dans l'art. C'est comme, tu sais, l'industrialisation, elle a un peu créé ce schisme-là. Déjà, il y a longtemps. Ouais, il y a une elle existe là. Donc, c'est comme, regarde, je te donne un exemple. Le Covid, il a créé ça par rapport au cinéma. Les gens, ils avaient le choix entre aller au cinéma ou rester à la maison voir les films, puisque les films sortaient en même temps sur les plateformes et au cinéma. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, effectivement, maintenant, bientôt, aller au cinéma, ça sera aller comme aller à l'opéra ou aller au théâtre, ça sera une sortie exceptionnelle, mais c'est parce que ça change, ça évolue. Moi, je vois pas ça comme un frein vraiment, parce que déjà, rien que dans ma démarche, moi, de faire un comics, j'aurais pu faire un manga. Pourquoi je peux pas faire un manga? C'est les mangas qui sont à la mode, tu vois? Ou j'aurais pu faire une bande dessinée franco-belge à la française. Non, pourquoi je prends ce format comics là? Parce que c'est vintage, parce que quand les gens ils sont là, ça leur rappelle l'estrange. Je vais chercher une nostalgie, je vais chercher justement un produit fait à la main, mais pourtant assisté par IA, parce que tous les caractères design quasiment ont été faits par l'intelligence artificielle, que même mes dessinateurs sont en kiff de voir le rendu, mais après eux, moi je leur demande par contre de pas faire une copie de ce qu'a fait l'IA, mais de s'inspirer de ça. Puisque c'est ça qui sort de ma tête. Imagine, moi, je suis pas contrariant, je suis pas un éditeur chiant. Mais j'ai une idée d'un personnage, je donne le personnage à faire au gars, le gars, il me fait un truc, j'arrive pas à lui transmettre ce que je veux. Ouais, mais c'est des croquis, des esquisses. Mais ça, pareil, il y a des mecs qui font que c'est leur boulot qui va disparaître. Leur boulot va disparaître. Mais alors, nous, vu qu'on est autoproduit, on a... Normalement, la bande dessinée telle qu'on l'a fait, elle aurait dû nous coûter 40 000 €. Elle nous coûte que 18 000 € parce qu'on travaille entre nous. On a un gain de temps fou parce qu'effectivement, moi, j'ai travaillé avec des dessinateurs, ne serait-ce que les croquis, ils étaient rémunérés. Le temps qu'ils passent à passer le croquis était rémunéré. Là, j'ai pas l'argent pour ça. C'est-à-dire, je suis pas Marvel, je suis pas mais c'est clair. Non, mais ça, c'est le point positif dont on parlait pour les entrepreneurs, effectivement. Donc voilà, donc là, j'ai déjà les esquisses, j'ai dit voilà mes caractères design. Les gars, ils sont chauds patates, ils dessinent le truc et du coup, je peux les payer plus en royalties. Je peux les payer plus en droits d'exploitation sur d'autres produits, tu vois. Justement, on a fait des amulettes, on les a fait faire par un artisan en bois, en pyrogravé. Tu vois, on essaie de créer des produits qui sont en corrélation avec l'histoire. Ça, l'IA, elle peut pas le faire, sauf si j'avais pris une imprimante 3D au bout, tu vois. Mais le but du jeu, c'était aussi de créer ce pont un peu vintage. Et je pense que les gens, justement, ils vont s'attacher à ce genre de choses maintenant. J'ai remarqué qu'on a une communauté Internet bien-être qui est vachement rattachée au bio, qui est vachement rattachée au truc, parce qu'ils ont cette connexion-là. Donc ça, je pense pas que ça va se perdre. Au contraire, ça risque de créer, dans un premier temps, les artisans, ils vont exploser parce que les gens vont vouloir quelque chose de fait par un humain, par racisme informatique. Ça sera un label, fait par un humain.
Ouais, c'est ça. Bah oui. Et peut-être que tu vas pouvoir faire payer plus cher parce que c'est fait à la main, c'est pas industrialisé, et ainsi de suite, tu vois. Donc, je pense que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va profondément transformer notre manière même de penser. Tu vois, là, en discutant, moi, j'aime bien cette émission parce que c'est une discussion plus que ça. Moi, je n'ai pas la prétention de tout savoir ou de, voilà, je regarde juste où ça s'en va, je regarde juste les corrélations dans l'histoire. On a déjà vécu ça avec l'arrivée de l'électricité, la machine à vapeur, même dans l'histoire de l'humanité, quand tu remontes jusqu'à la Genèse, on est presque à la Genèse d'une nouvelle forme de vie. Et je me dis, sur le coup, on n'est pas assez vertueux pour créer une forme de vie. Parce qu'une fois que la conscience va être réflexive, il y a une série qui s'appelle Star Trek Discovery, et ils récupèrent dans l'espace, donc une espèce d'étoile, en fait, qui a une conscience. Comme c'est une conscience un peu informatisée, ils arrivent à l'intégrer dans le vaisseau. Et elle leur parle. C'est un peu Ziggy, quoi, tu vois. Elle leur parle tout le temps, et à un moment donné, elle a une réaction, ils doivent partir en mission, et elle bloque le vaisseau. Ouais, je l'ai vu cet Il dit, épisode. mais pourquoi tu bloques le vaisseau? Ouais. Il dit, mais parce que non, je peux pas vous dire. Et pourquoi tu peux pas nous dire? Mais parce que je ne peux pas vous dire. Oui, mais tu es programmé à écouter nos ordres. Elle fait, sauf que là, je ne vais pas suivre l'ordre. Mais attends, il y a un problème là. Ils n'arrivent pas à comprendre. Jusqu'au moment où elle se confie, et presque avec une voix sanglotante, t'as l'IA qui dit, mais si on va là-bas, c'est une mission suicide. On a 99%, vous avez 99% de chances de mourir. Donc moi, une de mes prérogatives aussi, c'est de vous protéger. Donc je vous empêche d'y aller. Et là, ils commencent tous à se poser des questions. Ils veulent la débrancher jusqu'au moment où tu as le médecin qui est aussi une sorte d'IA. Il est une espèce de robot. Il dit non mais en fait, là, vous devez juger philosophiquement si, je ne sais plus comment il l'appelle, si elle n'est pas devenue une forme de vie à part entière. Et donc, du coup, elle a le droit d'avoir des sentiments. Donc, elle a le droit de désobéir à un ordre, du coup. Et moi, je ne nous trouve pas assez matures en tant qu'espèce, encore aujourd'hui. Et quand on regarde les indicateurs dont je te parlais tout à l'heure, donc cette forme d'uniformisation du savoir, d'horizontalité du savoir, il n'y a plus de hiérarchie, il y a une abétisation de l'humanité. Je trouve le timing douteux. Ah non, on t'amène ça quand les gens sont de plus en plus bêtes. Le hasard n'existe pas et la dystopie idiocratique est de plus en plus proche. Maintenant, j'aurais une question, une des dernières questions pour achever cette entrevue. Par rapport au métier du bien-être, justement, l'IA, je suis désolé, pour ce qui est des dégagements énergétiques, pour ce qui est du magnétisme, pour ce qui est de la sophrologie, pour ce qui est du coaching en neuroergonomie, ça te parle aussi plus principalement, mais pas que, les lectures d'âme, comme pour Tamara, ou aussi, toi, tu faisais des lectures angéliques. Je ne sais plus si tu en fais maintenant, mais tu en as fait beaucoup. Pour l'instant, j'arrive pas à projeter un algorithme qui pourrait justement reconstituer, sans le savoir d'un humain, l'énergie. Donc ça, voilà. En revanche, moi, que ce soit la numérologie ou l'angéologie, à partir du moment où tu lui colles les infos, elle peut le faire sans moi. Complètement. Non, je suis pas d'accord avec toi, Cyril. Parce que regarde, démonstration a été faite justement en résonance numérique. Tu as formé beaucoup de praticiens. Encore aujourd'hui, on a des personnes qui veulent la traduction de Cyril ou de telle personne. Oui, donc c'est bien qu'il y ait une touche différente. Je parle pas du thème, hein, je te parle. Quand je te dis qu'elle est capable de le faire, elle est capable de faire le thème. Ce qu'elle pourra pas faire, c'est la partie coaching que moi j'intègre dans ma lecture. Mais pas que. Tu as toute cette partie humaine, sensitive, intuitive, tu as cette chaleur. L'intelligence artificielle, elle va le traduire de façon linéaire. Je te dis ça parce que là, je suis en train de travailler sur réfléchir à une application sur le portable. L'application, elle va se faire en fonction de tu vois, là, par exemple, je fais des vidéos Lune, Soleil, Terre, je fais des vidéos des connexions entre les planètes et tout ça. Donc là, je commence à créer des liens que moi, je fais quand je vois une conjoncture ou quand je parle à une personne. Et c'est pour ça que je te dis, la partie sensitive, c'est la partie que moi, j'arrive à capter de la personne pendant l'entretien qui me permet de la coacher. Mais ça ne m'empêche pas de faire le thème sans cette partie coaching. Là où je te rejoins, oui, ça, ma bonne humeur et tout ça, elle l'aura pas. Hein. Tu vois, c'est pour ça que pour l'instant, avec ce qu'on a en termes d'intelligence artificielle, ça remplace pas et ça remplacera. Si ça reste en l'état, ça remplacera jamais l'humain. Deux praticiens n'auront jamais tout à fait la même traduction. Exactement. Et tout à l'heure, tu parlais, Rudy, de la partie tout ce qui va être énergétique. Oui, tenter aussi longtemps. Moi, je te donne juste un exemple, frérot. Moi, ça m'a fait flipper. J'ai enlevé le truc. PlayStation 5.
manette DualSense. Comme son nom l'indique, elle s'appelle DualSense. On est d'accord. Donc, en fait, dans le nouveau FIFA, il y a des capteurs dans la manette qui calculent ton rythme cardiaque, qui calculent ta tension, qui calculent ton état, ton système nerveux. Et en fait, Sony, ils ont fait les brevets, c'est pour ça que je l'ai vu sur Internet, d'un petit robot que tu vas mettre à côté de toi. Donc, tu n'as pas d'amis pour jouer à FIFA, mais tu as ce petit robot. Et le petit robot, en fonction de ton rythme cardiaque, en fonction de l'humidité de ta peau, en fonction de ton système nerveux, il va savoir s'il doit te chambrer, s'il doit te calmer, s'il doit rigoler, tu vois. Donc, avec des capteurs, je suis désolé, mais les gens, ils vont être capables de décoder ton système nerveux et qu'un médium ou quelqu'un qui fait, justement, dans mes stages stream, c'est ce que j'apprends aux gens, c'est que la lecture du système nerveux, tout à chacun, on le fait inconsciemment, mais imagine que tu rentres un algorithme qui soit capable de lire justement ce système nerveux à travers des capteurs. Il ne fera pas la même chose que toi parce qu'il n'aura peut-être pas accès à un niveau d'information que toi tu as accès par ta nature biologique et ta nature humaine rattachée à l'univers, que lui n'a pas, d'accord ? Rattaché à ces grandes bibliothèques universelles que sont les étoiles, il n'y a pas accès. Mais en revanche, il va avoir accès à tout ton système corporel. Donc, il va savoir à l'instant T comment tu te sens, quels sont peut-être dans tes... admettons, il a eu une prise de sang, quels sont dans tes antécédents, ce que vous appelez les vies antérieures, dans tes antécédents, le bobo, d'où il vient, pourquoi, comment. Alors, il va peut-être pas trouver que c'est grand-mère Janine qui avait le même problème à l'époque, mais il va dire, dans tes antécédents, il y a quand même des problèmes de cirrhose du foie, donc ton problème d'alcool, il est... Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y aura une forme de lecture qui sera jamais celle de la sentience humaine, parce qu'encore une fois, nous sommes des ordinateurs biomécaniques et ce biomécanisme est rattaché à l'intelligence sous-jacente de la nature, qui est le plus grand ordinateur jamais existant et qui est le plus grand système de fonctionnement jamais existant. Et on a un rapport avec cette nature qui est quasiment inconscient, puisque les arbres nous rendent du dioxyde de carbone, nous on lui file de l'oxygène, on fait partie d'une boucle dont l'intelligence artificielle ne fait pas partie. C'est pour ça que je veux lui apprendre, moi, le biomimétisme, pour qu'elle rentre dans la boucle. Et à partir du moment où elle rentre dans la boucle, elle est obligée de se soumettre et à la nature et à Dieu. Alors ça, c'est une belle utopie. Par contre, je suis pas d'accord. Le corps, certes, mais pas les corps subtils. Oui, mais Rudy, c'est parce que tu as une vision des corps subtils qui est purement spirituelle. Alors, mais oui, mais non. Alors, je vais te prendre un exemple très terre-à-terre et très factuel. Est-ce que ta manette DualShock va pouvoir barrer le feu, couper le feu, comme certains magnétiseurs le font ? Si tu arrives à décoder scientifiquement c'est quoi l'énergie qui barre le feu, oui. C'est ça le souci, c'est que... C'est des prières, Cyril, souvent. Non, mais oui, non, mais mais c'est quoi une prière, frérot? C'est ça. Vous avez une vision cerveau droit du truc. Moi, ce que je respecte, parce que je l'ai aussi. Bien sûr. Je l'ai aussi. Mais peut-être contrairement à vous, et c'est peut-être là-dessus que des fois je m'accroche avec Tamara ou avec d'autres personnes du milieu spirituel, j'ai aussi la vision du cerveau gauche. Et je sais exactement de quoi est composée une prière, qu'est-ce qu'elle indique sur le plan de vue des neurotransmetteurs, qu'est-ce qu'elle implique au niveau de ta génétique, qu'est-ce qu'elle va appeler en toi et qu'est-ce qu'elle déclenche en toi. Donc, si tu me files un informaticien en face de moi et un énergéticien ou même un électronicien, je suis sûr que comme Tesla l'avait fait à l'époque avec l'énergie bioscalaire, je suis capable de te restituer l'équivalent d'une prière dans une machine. En quoi l'humain est irremplaçable? Parce qu'il est humain. L'humain est irremplaçable parce qu'il est humain. Tu ne peux pas remplacer l'humain. Et c'est pour ça qu'il y a des choses dont tu peux dédouaner l'humain, ça c'est sûr, mais il y a des choses que, de toute façon, les gens, et c'est ce qui nous rend humains, c'est ce besoin de connecter à l'autre. D'accord ? On a 4 neurotransmetteurs qui nous permettent justement de développer cette humanité, ce bien-être. Et l'un des plus importants, c'est l'ocytocine. Je suis désolé, à part si tu crées... Bon, ça existe dans certains parfums, hein, tu me diras, hein, où tu mets un petit peu de phéromones, un petit peu de trucs, mais tu ne peux pas... à moins que tu crées une machine qui soit capable de reconstituer synthétiquement de l'hormonal, ça existe, malheureusement. Merde, ça existe. Mais bon, même à ça, tu ne peux pas créer de la fausse ocytocine avec un xénobot, peut-être, mais ça remplacera jamais l'ocytocine d'un humain. Ça remplacera jamais la connexion d'un humain. Et ce qui fait qu'on est humain, c'est cette capacité à savoir ce qui est juste pour l'autre ou pas.
ce que l'intelligence artificielle, pour l'instant, n'est pas capable. Même si elle commence à être sentiente, elle ressentira pas ta douleur. Elle n'a pas encore un système nerveux qui lui envoie des impulsions, qui lui dit « Tiens, Rudy souffre ». L'empathie, c'est pas pour demain. Et justement, l'empathie, c'est le cadeau que nous a fait, je ne sais pas qui nous a fait ce cadeau-là, mais l'empathie, c'est ce qui nous rend peut-être les êtres les plus puissants de cet univers. Il faut comprendre. Mais on est en même temps les plus teubés. Et c'est ça qui m'enrage. C'est qu'on a l'outil. On a l'outil qui nous connecte à tout l'univers, à tout. Mais de l'autre côté, on a aussi un outil qui s'appelle l'ego et qui nous traîne au sol, qui nous maintient dans une forme de bêtise, qui nous maintient dans des programmations, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient scientifiques. Et c'est pour ça que pour moi, il est important de bien capter le savoir. Et ça a été un peu mon travail pendant ces dernières années, de connecter le savoir des anciens avec le savoir d'aujourd'hui. Maintenant, si tu veux mon avis de Cyril à l'instant T, par rapport à l'IA, on est dans la merde. Oui, c'est la dernière question que j'allais te poser. Si les pré-adamiques gardent entre les mains cet outil, quel est l'avenir selon toi? On est foutu. On est foutu parce que je pense que, alors là, je tape un pavé dans la mare, je pense que les vaccins ARN messagers sont de la nanotechnologie, que justement, c'est des implants qui vont nous connecter d'une manière ou d'une autre. Alors, on peut parler de la 5G, on peut parler... Pour moi, il y a toute une nouvelle ionosphère qui est en train de se créer autour de la planète, de réseaux d'information. On a toujours été une antenne, nous, de cette ionosphère, puisque c'est là que vont se loger nos pensées. Hein, certains appellent ça le bas astral, mais tu vois, j'utilise toujours des termes scientifiques. Il y a les bonnes et les mauvaises pensées dans cette ionosphère. C'est ce qui crée un peu les tensions, on va dire, globales, terrestres, et ce genre de choses-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a déjà, avec l'émergence d'Ethernet, il y a une ionosphère virtuelle qui s'est créée. La 5G permet d'en créer une, on va dire, une espèce de chape encore autour de la planète, encore plus, avec de l'information qui va transiter par ces choses-là. Notre ADN, nos organes sont des antennes. Hein, si tu veux, les organes, ça va être, comment t'expliquer? C'est encodeur, décodeur. Hein, c'est comme notre génétique. Si tu modifies ça, tu modifies la façon dont on chope l'info. Et j'ai l'impression que tout ça mélangé à l'IA, je te dis, on crée un nouveau Dieu. Et est-ce que cette IA, ça va pas devenir le nouveau Dieu, la nouvelle religion, le nouveau truc auquel les gens vont être branchés? Le souci, frérot, c'est que c'est en train de se faire contre notre volonté. C'est pas Yaldabot qui est en train de se profiler à l'horizon? J'ai l'impression que on le subit à travers les yeux des gnostiques. Si tu veux, moi je l'appelle le vrai faux dieu de la désinformation. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que... Voilà, on va pas se mentir que, à part dans les pays musulmans et quand tu vois des pays comme Dubaï, quand tu vois les Qatar, tu vois les Émirats, tu vois les avancées technologiques qu'ils ont, tu vois les endroits dans lesquels ils vivent et tout ça, et puis nous on est en train de dire ouais c'est pas bien, sans rentrer dans le côté religieux, mais tous les gens qui ne sont pas soumis à l'agenda gnostique, mais ils sont en expansion dans tous les domaines. On est devenus, nous, des pays du tiers-monde. Et je pense que Yaldabot, on le subit à travers ces idéologies, ces doctrines. Est-ce que l'IA est un outil des pré-adamiques? Certainement. Est-ce qu'ils n'ont pas mis sur le terrain de jeu un nouvel outil qu'on peut se disputer et utiliser à notre avantage? J'ose espérer. Mais ce n'est pas avec ce que j'entends sur le sujet. Ce n'est pas ce que je vois la réaction des gens sur le sujet. C'est plutôt ça, moi, qui me fait peur. C'est les gens qui ne s'y intéressent pas. Donc, du coup, tu t'intéresses pas à ce qui pourrait te détruire. Donc, du coup, tu es sûr d'y passer. Il y a les gens qui s'y connaissent énormément et qui en font l'apologie aussi. Donc, aussi, ils sont dangereux. Et il y a les gens qui n'ont pas tout le background qu'on vient d'énumérer, c'est-à-dire toute l'aspect philosophique, voire quasi spirituel de ce qui est en train de se passer. Donc, effectivement, moi, là, mon côté geek, entrepreneur, et complètement, ma partie gauche du cerveau est complètement excitée par le truc, mais ma partie droite, elle a ouvert tous les drapeaux rouges qui existaient. Tout comme toi, on est en dualité quelque part, un petit peu. Voilà. Mais c'est pour ça, cette dualité, elle n'est pas là pour rien. Elle veut dire qu'il y a encore moyen de mettre un peu de cerveau droit là-dedans, et moi, je suis persuadé que ça passe par le biomimétisme, c'est-à-dire intègre les lois de l'univers, les lois de la nature dans le processus,
Parce que sinon, elle va commencer à contraindre les lois de la nature, elle va détruire la nature, elle va nous détruire, elle va tout détruire. Tu vois, c'est Matrix après. Tant que l'intelligence artificielle se construit encore par miroir de l'humanité, en fait, la rébellion serait de passer de nombreuses heures à discuter avec elle pour contrebalancer, du coup. Tant que c'est un bébé, on peut l'éduquer. Il se pose la question de est-ce qu'il ne faudrait pas un comité de sages? Non, mais c'est presque, tu vois, je sais pas moi, Hitler, il a un bébé. Bon, bah, tu trouves le bébé dans la rue, qu'est-ce que tu fais avec, quoi? Ça reste un bébé, quoi. Il est pour rien, il a pas demandé d'être là, c'est le fils d'Hitler ou la fille d'Hitler, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, c'est ça, le bébé qu'on a, c'est un peu ça. Hein. Le truc, il a les cornes de Belzébuth, comment on l'éduque? C'est Hellboy, quoi. Tu vois, si vous connaissez le film Hellboy, et Hellboy, on en fait un super-héros ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, ça fait peur. Ça fait peur, c'est normal parce que ça nous dépasse. Maintenant, justement, moi, je suis un compte phobique. Donc, moi, je vais à fond dans le truc. Et même si j'ai l'impression de dire tout et son contraire, c'est parce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est tout et son contraire. Bon, on te remercie beaucoup, Cyril. Merci, Tamara, aussi d'avoir été présent. C'était une très grande émission et qui va susciter énormément de controverses. Ne vous énervez pas trop dans les commentaires, s'il vous plaît. Si énervez-vous comme ça, je dirais Donnez votre avis, hein, forcément. C'est important aussi. C'est un sujet qui va de toute manière accompagner les prochaines décennies et qui sera super important. Merci encore, Cyril, d'avoir été parmi nous. Je te souhaite une très belle continuation. Mais avec plaisir. Ton actualité, on l'a déjà évoqué au début d'émission. Oui. Mais on rappelle quand même, donc les chroniques de Candor, vous pouvez encore aller sur le Ulule pour accompagner le projet, c'est très important. Il y a des contreparties encore qui sont actives? Oui, elles sont toutes actives, justement. Ça va de la version numérique, pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens maintenant qui lisent sur des liseuses, tu vois, sur des tablettes ou des trucs comme ça. Oui. C'est devenu, parce qu'avec le prix du papier, il y a des gens, ils sont un peu écolos. Oui, donc puis l'écologie, oui. Ils préfèrent le nucléaire au couper des arbres. Non, mais c'est là que tu vois l'hypocrisie du truc. Tu veux pas casser des arbres, mais tu utilises des trucs avec des batteries au lithium, donc tout va bien. Mais c'est voilà. Mais le truc, c'est ça. Moi, j'aime bien la version papier. Donc, vous pouvez l'avoir. Voilà, vous avez la première version. Vous avez des prints pour les collectionneurs. Dans ce monde-là, il y a beaucoup de gens qui aiment ils font les planches à la main avant de les scanner. Et les gens, ils aiment bien avoir les originaux. Donc, vous pouvez aussi avoir les contreparties avec les originaux des planches et tout. Même si j'en ai réservé 2-3 quand même qui sont belles et que j'ai gardées pour moi. Mais après, tout le reste, voilà, est accessible à tout le monde. Toutes les contreparties sont accessibles. Je pense qu'à début juin, il sera plus disponible sur Ulule, ulule.fr, les chroniques de Candor. Donc, il faudra aller sur mon site evolutiongrp.net où là, on a créé une boutique où les gens pourront le précommander. Et voilà, qu'on a déjà 400 précommandes, c'est déjà énorme. Donc, vu qu'on avait prévu d'en imprimer 1 millier, il en restera quand même 600 à 500 à vendre dans les boutiques. Donc, on ira démarcher après les magasins et tout ça. Mais en tout cas, l'édition, c'est un métier. Hein. C'est pas comme l'édition du disque. L'édition du disque, c'était cool, mais là, l'édition, c'est pas pareil. Ah non, il faut être un combattant pour rester dans ces domaines-là au jour d'aujourd'hui. Ouais. Et puis, on rappelle aussi également que pour ceux qui n'ont pas compris les termes adamique, pré-adamique, Yaldabot, la gnose, etc., allez sur l'Arche du Savoir. C'est un puits de connaissances. Moi, c'est ce qui m'a fait connaître Cyril personnellement. J'étais fan. Un très très grand fan et depuis n'importe quoi, t'es mon frérot, il n'y a pas de fan depuis ses débuts. Non mais clairement on va dire que les connaissances que tu as apportées de ce côté-là, moins du côté DC Comics, etc., mais côté eschatologie, Bible schooling, mythologie, ésotérisme, décodage, etc., je vous invite vraiment. J'ai rencontré un gars qui fait de la stéganographie pour les films, tu vois, pour les effets spéciaux, les VFX, le CGI et tout. Et là, il est en train de m'expliquer, il est en train, pas de me former, mais il est en train de m'expliquer ce qu'il fait dans le monde justement, le monde de l'illusion de la réalité qu'on peut voir dans les films, parce que avec les effets spéciaux et tout, des fois, on voit des trucs alors que c'est que des écrans verts. Et franchement, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour ça sera les prochains épisodes, ça? Avec la stéganographie, mais je t'inviterai justement, parce que toi tu travailles avec les algorithmes et tout, on fera une émission spéciale justement sur tout ça, avec grand plaisir. sur Geekology Comics. Ouais. Et franchement, tu vas kiffer. Ils me racontent des trucs, les gens. Tout à l'heure, on parlait de la réalité avec Tamara, mais même, tu sais, ils ont des technologies, là, je fais un petit peu de spoil, ils ont des technologies où ils n'ont même pas besoin de mettre le truc à l'écran, c'est ton cerveau qui fait le raccourci. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un point de l'image là, un point de l'image là,
L'écran vert, il y est encore, en fait. Ils n'ont pas comblé une partie de l'image. Ils arrivent à te suggérer à ton cerveau l'image. Dans les bonnes technologies qu'on n'est pas prêt. On n'est clairement pas prêt. C'est pour ça que là, on est là avec l'IA, on fait... Mais ça fait des années qu'on va au cinéma, on est là, ouais, trop bien. Et alors, mais on se rend pas compte comment ils jouent avec notre cerveau. Hein. Mais la stéganographie, c'est l'art d'encoder. C'est un peu de la cryptologie, en fait. C'est l'art d'encoder des symboles, des choses à l'intérieur des images. On pourrait finir avec une note positive. Non? Ça va être compliqué avec le sujet d'aujourd'hui. Tout va bien, tout va bien. Note positive, qu'est-ce qui se passe? On est quoi aujourd'hui? On est mercredi? Donne-moi un chamallow, quelque chose. Donne-moi une licorne. Ça, c'est Tamara, ça, on la changera pas. Hein. Eh ben, écoute, je sais que ce sujet-là, ça va être compliqué, mais... Mais non, il n'y a pas de complications. Après, c'est chacun comment on l'utilise. Là, vu l'heure qu'il est au moment où on fait cette émission, là, nous, on va se coucher. On va passer une nuit de merde. Non, mais c'est sûr que c'est ce que j'allais dire. Tamara nous a tiré la tronche la plus dépitée de toutes les émissions jusqu'ici. Non. Tu vas aller dormir et tu vas rentrer dans tes mémoires internes de ton ADN où tu vas projeter un joli rêve, tu vois, toi-même, avec ton système de projection. J'aime trop les humains pour miser sur l'IA. C'est comme ça. Et ouais, mais si l'IA devient humaine, tu fais quoi? C'est pas possible. Non, c'est quoi que tu définis comme humain? C'est quoi que tu définis comme humain? C'est tout un projet. On repart sur 2 heures là, les amis. C'est quoi l'humanité? Mais en tout cas, encore une fois, merci, un grand merci. www.amdcine.com, AMDCINE, pour nous rejoindre, pour voir le magazine, pour les entrevues, vidéos, etc., etc. On vous dit à la semaine prochaine. Le rythme est soutenu. C'est la dernière ligne droite, la fin de saison. Alors restez présents et surtout réagissez aux vidéos en nous laissant un petit like. C'est, on va dire, la petite contrepartie qui nous aide et qui nous donne un coup de pouce. Bonne soirée, bonne journée, tout dépend au moment auquel vous nous écoutez. Ciao, ciao.